toutes et tous. Bonsoir Monsieur Bonnet, nous sommes heureux de vous accueillir au groupe Santé Prévention de la Fédération PEP. Donc d'habitude, il y a une petite introduction qui est faite, mais là sur les addictions, je n'ai pas osé parce que nous avons tous des idées et je crois qu'on doit faire un peu table rase et vous écouter parce qu'on a tous sa propre opinion de l'addiction et elle n'est pas vraie. Donc je me permets de vous laisser démarrer Monsieur Bonnet. Très Merci. bien, je vous remercie. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous, parmi vous ce soir, voilà pour, cette intervention sur, les jeunes et les addictions. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous l'avez présenté, hein, que vous me l'avez proposé. Alors moi, je m'appelle Nicolas Bonnet, je suis pharmacien de santé publique, de formation. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le champ, de l'usage de drogue, des drogues de façon générale. Donc on va dire, j'ai tout le temps travaillé en fait, dans ce milieu-là. Je suis actuellement directeur d'un réseau qui s'appelle le RESPAD, qui est un réseau de prévention des addictions, qui fédère un gros tiers de l'offre de soins en France, hospitalière et médico-sociale. Donc voilà, beaucoup d'établissements de santé qui sont adhérents et nos travaux, nos activités principales, elles sont à destination, des professionnels de santé. Donc pour les former, les informer, leur transmettre des savoir-être aussi, des valeurs, voilà, de la posture également, pour pouvoir intervenir efficacement auprès, de l'ensemble des consommateurs, de drogue, c'est-à-dire, finalement auprès d'un grand nombre, de personnes de la population. Et par ailleurs, j'ai une activité clinique. Je suis responsable de la consultation d'addictologie pour adolescents et jeunes adultes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je vais, débuter mon intervention qui se passe du coup sur un, voilà, support diaporama qui vous permettra à toutes et tous du coup de suivre de façon un peu plus, facile, ce déroulé. Vous n'hésitez pas, à m'interrompre, surtout que là dans mon mode diaporama, pour une raison que j'ignore aujourd'hui, en tout cas là j'ai pas le retour de Teams, donc voilà, je vois pas les questions, tout ça, donc vraiment, voilà, je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui peut, dans ces cas-là, éventuellement, m'envoyer un petit signal pour que je puisse y répondre s'il y a des questions particulières. Et voilà, je m'interromprai très volontiers, en tout cas, dès que vous le souhaiterez. Donc, Jeunes et Addiction, parlons-en. Voilà, donc mes coordonnées, site internet, etc., mon adresse mail. Les questions qu'on se pose quand on parle de Jeunes et Addiction, hein, parlons-en. Moi, ça me je dis, il y a quelques questions qu'on doit se poser. D'abord, c'est des questions pour moi qui sont celles voilà, du repérage. Parce que c'est bien beau de parler d'addiction, là on va voir ce que c'est que l'addiction et puis également est-ce qu'on peut en parler ou pas de l'addiction d'ailleurs. Mais ces pratiques addictives, en tout cas ces prises de risque à l'adolescence, vous voyez déjà je commence un peu à changer le vocable là, et à sortir l'addiction. C'est des situations pour lesquelles on doit avoir des outils qui permettent de les repérer, les identifier le plus tôt possible. Au-delà du dialogue, hein, qui est le type numéro un, notre deuxième objectif en tant que parents, que personnes proches, en tout cas adolescents, c'est de pouvoir identifier rapidement, repérer rapidement des prises de risque et avec ça, avec des outils du coup qui sont extrêmement simples à utiliser, on les reverra. Et c'est des outils à mettre à disposition parce que c'est des outils d'auto-évaluation en plus des consommations et des prises de risque. Il ne faut pas hésiter à les diffuser le plus largement possible. L'ouverture du dialogue, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais voilà, c'est cette posture qu'on doit adopter, la façon dont on peut effectivement dialoguer, échanger avec les ados et puis prendre en considération aussi leurs problématiques, voilà, si les situations dans lesquelles ils sont. Et puis troisième élément, c'est la posture, la façon dont voilà, on se positionne aussi en tant qu'adulte. La façon dont vous se posez la question et dont je vous la pose cette question-là, mais sans attendre forcément des réponses, mais comment vous, si vous consommez par exemple de l'alcool, si vous consommez par exemple du tabac ou d'autres drogues, peu importe, sans aucun jugement par rapport à ça, mais moi sur l'alcool et le tabac, comment vous expliquez vos consommations aux jeunes qui sont près de vous? Comment, à vos adolescents, vous pouvez expliquer votre consommation d'alcool et à eux-mêmes leur interdire cette même consommation d'alcool? Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes à réaliser quand on est aussi parent d'adolescents. Une fois qu'on a dit c'est un peu ces thématiques-là, moi je me suis aussi posé ces questions, comment on amène un jeune à une prise de conscience, une adhésion dans mon activité clinique, je peux partager avec vous, c'est que finalement souvent, voilà, la prise de conscience elle est un petit peu lointaine, hein, voilà, le jeune a tendance un petit peu des fois à minimiser sa prise de risque et donc du coup à être pas forcément très à même d'avoir une adhésion importante dans les projets qu'on lui propose. Et donc ils vont chercher à faire émerger ce besoin et aussi en tant que parent des fois on pousse aussi, on a envie voilà de dire, à l'ado d'être accompagné, voilà, d'avoir un dialogue qui s'instaure, notamment avec l'entourage, notamment aussi avec les parents, avec l'école et cetera, avec différentes personnes. Et puis une notion très importante, c'est ma dernière question, mais comment aussi on peut aborder la notion du plaisir, le plaisir, les bénéfices liés aux consommations. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On peut pas parler des drogues sans parler de plaisir. Voilà, les drogues, c'est la consommation de drogue, hein. Une drogue, je vous le redirai ce que c'est aussi, mais en tout cas, la consommation de produits psychotropes de façon générale, elle est liée au plaisir. Et je veux dire, si les espèces animales, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui consomment, en tout cas que l'espèce humaine qui consomme des drogues, il y a d'autres espèces animales, si on en consomme, c'est bien qu'à un moment donné, en tout cas, ça va agir sur un circuit de la récompense dans le cerveau, sur cette fameuse molécule, la dopamine, et ça va nous provoquer. Et ce plaisir-là, voilà, on a tendance après, si on l'apprécie bien, à essayer de le rechercher de nouveau, et puis c'est comme ça que finalement, au fur et à mesure des consommations, on peut rentrer dans une situation de dépendance.
Si vous mettez ensemble, là, si vous je sais plus combien vous êtes actuellement, mais en tout cas, si on était ensemble, peu importe d'ailleurs le nom, moi, j'ai une petite question que j'aime bien poser en formation, ouais, quand je suis avec des gens, c'est quand on a un sujet comme ça, si on avait à discuter pour pouvoir construire la formation entre nous, je vous dirais: «Mais qu'est-ce que vous en connaissez finalement de ces voilà, de ces situations-là, de ces jeunes, prises de risques à l'adolescence et cetera, de ces drogues? Vous en connaissez quoi aujourd'hui?» Vous voyez, c'est les savoirs que vous avez aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez me dire, moi, ce que j'en connais des jeunes et des addictions, bah, c'est qu'ils consomment de l'alcool, voilà, régulièrement. C'est que, bon, je sais pas, le cannabis est très diffusé. Qu'est-ce que vous croyez en savoir? Bah, ce que je crois en savoir, c'est que, par exemple, peut-être que d'ailleurs la drogue, le cannabis, c'est une drogue qui rend les gens un peu fous ou qui est également neurotoxique. Ça, je sais pas. Et qu'est-ce que vous voudriez en savoir? Bah, j'aimerais bien savoir comment on peut prendre en charge les personnes que l'on rencontre, voilà, comment on peut les adresser, et cetera. Ouais, ces 3 questions, en fait, voilà, je les passe rapidement, mais en fait, qui permettent vraiment de construire comme ça une formation et notamment un échange sur un sujet, comme vous l'avez dit en introduction, qui nous touche tous les uns les autres, hein, parce que évidemment, dans chacune de nos familles, de nos groupes sociaux, on a des personnes consommatrices d'alcool, tabac, cannabis, autres produits, peu importe. Et donc, il faut qu'on puisse intervenir auprès de ces personnes-là. Auprès de ces personnes-là, ben, la transition est tout de suite, amenée. Du coup, bah, évidemment, qui fait quoi? Parce que finalement, c'est qui sont ces personnes qui consomment des produits? Alors, je vais pas vous faire un cours d'épidémiologie, c'est pas trop mon intérêt, le truc maintenant, mais en tout cas, je me disais que c'était quand même important de se rappeler 2-3 grands chiffres. Alors, encore une fois, j'aurais pu vous poser ces questions-là, je vous les pose pas parce que je vous vois pas. Mais c'est juste se rappeler que, vous voyez, on a beaucoup de gens qui consomment de l'alcool en France. On considère que la consommation d'alcool dans la dernière année, parmi les 18-75 ans, c'est 90-95 de la population qui en a déjà consommé. Et puis parmi elles, on a une partie de la population là, je ne sais pas si je peux avoir mon pointeur, non, j'ai même pas de pointeur. Parmi elles, on a du coup, on a 9 millions de personnes qui ont des usages réguliers et parmi ces usages réguliers, on a 5 millions qui ont un usage quotidien, donc il y a des gens qui sont évidemment là, qui sont, dépendants à l'alcool. Ensuite, c'est le tabac, ensuite c'est le cannabis, voilà et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a donc 3 produits très, très principaux et puis après derrière, c'est très, très loin le nombre de personnes qui expérimentent ou qui prennent d'autres types de produits. Donc on reste vraiment focus sur ces 3 produits. Alors là, évidemment, c'est chez les 11-75 ans, pardon, mais néanmoins, on va tout de suite, se rapprocher des plus jeunes et puis se dire: «Comment ça se passe au niveau des plus jeunes?» Alors déjà, au niveau des plus jeunes, si on fait une petite, si on regarde, avant même de s'approcher trop finement, on voit juste que déjà au niveau européen, finalement, bon voilà, on est plutôt relativement bien placé. Hein, pour le cannabis, on est au 2e rang au niveau européen, pour, l'alcool et pour les cigarettes, on est, plutôt haut de tableau aussi, en tout cas dans la première moitié. Voilà, on a encore des consommations qui sont, relativement élevées. Ceci étant, voilà, ça c'est, pardon, un autre chiffre également, ce qui juste nous rappelle qu'aussi c'est notamment le tabac et l'alcool et c'est pareil, c'est pas un cours là-dessus, mais c'est juste pour vous rappeler, pour qu'on se rappelle collectivement que les enjeux de santé publique, ils sont là-dessus, quoi. On parle beaucoup de drogue à la télé, trop souvent, dans des émissions, qui sont des fois un peu racoleuses. On va trop vous parler, des 120 consommateurs de crack, sur Paris ou que sais-je, dont il faut absolument s'occuper et dont on s'occupe aussi et dont je m'occupe aussi d'ailleurs sur notre activité. Mais je veux dire, d'un point de vue global, d'un point de vue de santé publique, on a juste un décès sur 5 en France, une sur 5 qui va décéder de sa consommation d'alcool ou de tabac. C'est ça la réalité aujourd'hui de santé publique en France, c'est qu'on a une mortalité tellement excessive qu'il faut absolument agir et donc il faut agir précocement, très tôt pour pouvoir limiter ses consommations et ses complications ensuite à l'âge adulte. J'avance évidemment sur nos jeunes, ces jeunes, on va les regarder, d'abord en 3e, ces jeunes qui sont, le centre, hein, de notre, activité, de notre sujet ce soir. On va les regarder en 3e et qu'est-ce qu'on va se dire de ces 3 ou ces 6 courbes-là, en tout cas, ces 3 types de graphiques? On va se dire d'abord que grande nouvelle, très bonne nouvelle, on a des fortes diminutions des expérimentations, des produits en fin de 3e, quoi. C'est une très, très bonne nouvelle depuis plus de 10 ans. On a des diminutions, que ce soit en expérimentation, que ce soit en usage récent, que ce soit pour l'alcool, le tabac ou le cannabis, c'est la même chose. Très bon indicateur, ça nous conforte dans nos actions de prévention et c'est conforté encore plus pour les jeunes à 17 ans avec cette phrase que je dis tout de suite: «On n'a jamais aussi peu fumé de tabac, fumé de cannabis ou bu d'alcool qu'aujourd'hui à 17 ans». C'est extrêmement important. Voilà, on a vraiment encore une fois, hein, des politiques de prévention qui fonctionnent. Alors, on a encore évidemment du travail à faire, mais vous voyez, enfin, je veux juste qu'on regarde bien que pour le tabac, on est passé de 50 pardon, de 41 les usagers quotidiens pour le tabac en 2000 à 15 en 2022, hein. En 20 ans, on est passé de 41 à 15 pour l'alcool. L'usage, hem dans le mois, il est passé de 80 à 60, celui régulier de 10 à 7 et pour le cannabis, l'usage régulier est passé de 10 à 4. On a des diminutions drastiques, extrêmement importantes et c'est une
très bonne nouvelle qu'on partage tous collectivement, c'est nos efforts, c'est notre travail à tous collectifs, aussi bien, professionnels de santé, parents, éducateurs, équipe éducative et cetera. Enfin voilà, tout ce monde-là, on est tous, réunis. Autre élément important quand on parle des drogues aussi, c'est, se dire, bah, qu'est-ce qui fait qu'on va consommer des drogues? Il y a un élément très important et vous le voyez tout de suite illustré sur ce graphique-là, même si c'était 2004, ça serait pareil aujourd'hui. Sur ces 3 cartes, en tout cas plutôt pas graphiques, de Paris, vous comprenez tout de suite qu'une des raisons qui fait qu'on prenne des drogues, c'est l'accès, aux produits avec de l'argent. Ce sont les conditions socio de vos parents ou des parents qui font qu'on peut consommer plus facilement des drogues et vous voyez qu'il y a des gradients extrêmement importants entre les quartiers plus avantagés et les quartiers moins avantagés sur la consommation des produits. Et si on étendait ça à la cartographie de l'Île-de-France, ce serait la même chose. On verrait la même chose et on verrait même un autre gradient qui s'installe, c'est un gradient en termes de qualité, c'est-à-dire que plus on va dans des couches professionnelles qui sont défavorisées, plus les produits qui sont consommés, et notamment les produits illicites, sont de mauvaise qualité, sont coupés avec d'autres produits adultérants, etc., qui sont de très mauvaise qualité. Donc les risques sont bien évidemment très largement augmentés. J'avance sur ces quelques données. J'espère que néanmoins, en tout cas, ce qu'il y a à retenir hein, pour l'instant de cette première diapositive, si je peux vous parler de résumé, c'est juste que du coup, on a des fortes diminutions des usages en troisième et à 17 ans des drogues. C'est une très bonne nouvelle. Et que le deuxième élément, c'est voilà, le gradient financier qui est une condition très importante pour pouvoir consommer des produits. Et ça, on le voit sur cette illustration-là, hein, qui vous dit juste un peu, qui vous donne un peu, qui vous rappelle les prix des produits. Donc, il faut juste vous dire, par exemple, si votre enfant, jeune, ado, voilà, consomme de la résine de cannabis, bon, c'est 5 € le gramme à peu près actuellement. Donc ça veut dire qu'il va acheter, voilà, avec un gramme, il va faire 1 à peu près quoi, avec 3 grammes, il va en faire 6 à 8 avec 3-4 grammes. Donc voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez calculer un peu, voilà, c'est sous le budget que c'est à y consacrer quand on fume évidemment, ben, disons, 10 joints par jour, ça veut dire qu'il faut bien ils mettent à peu près entre 15 et 20 € par jour en termes de consommation de cannabis, donc ça fait vite des budgets assez conséquents. Je vous passe les prix des autres produits. On n'en a pas parlé. Ça ne sera pas le propos de mon intervention ici. Moi, je voulais juste aussi, parce que je travaille dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et dans le service dans lequel je travaille, dans le 13e arrondissement, à la Petite-Salpêtrière, Heu, je tenais aussi à vous faire part de cette préoccupation qu'on a tous aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une surmédication, voilà, de beaucoup d'enfants, d'adolescents aussi. Surmédication beaucoup aussi par le secteur, par la médecine de ville, hein, par ce qu'on appelle la médecine générale ou le 1er recours, notamment de produits anxiolytiques, de produits, hypnotiques et cetera, notamment chez les jeunes filles et ça, voilà, c'est à mettre en lien aussi avec une diminution des moyens dans les centres de psychiatrie, dans les CNPP et cetera. Voilà. C'est un petit plaidoyer, je pourrais en faire d'autres, j'aime beaucoup les plaidoyers. Je pense que dans le fondement, on est tous animés beaucoup par, la vertu aussi qui nous voilà, en tout cas la vertu qui nous anime, elle nous pousse aussi à être engagés auprès des gens qu'on reçoit et ça en fait partie et je pense qu'on a besoin d'avoir des moyens et c'est vrai que la surmédication, elle nous inquiète parce que du coup, elle entraîne, clairement d'autres consommations de produits. Allez, ce qu'on retient de ces quelques premières minutes d'intervention ou de ces premières 10 minutes là, c'est que voilà, l'addiction d'abord, elle est quasiment absente à l'adolescence. L'addiction, addictere en latin, ça veut dire une situation d'esclavage, de contrainte par le corps. L'étymologie du mot addiction, c'est l'esclavage. On a très, très peu d'adolescents en situation d'addiction à l'adolescent. Enfin voilà, de situation d'addiction. Et c'est une très bonne nouvelle. Il y a pas de il y a voilà, il y a pas à se questionner là-dessus, quoi. C'est vrai à Paris, c'est vrai comme ailleurs. Par contre, on a des prises de risques. On a des adolescents qui ont des usages nocifs, c'est-à-dire qu'ils consomment trop. On a des adolescents qui ont des usages à répéter avec des conséquences sociales, familiales, qui ont des conséquences, également scolaires et tout ça, très souvent d'ailleurs, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle des problématiques systémiques, c'est-à-dire du système, de la famille. C'est-à-dire quand l'adolescent va mal, c'est très souvent, en tout cas ce que nous dit la littérature et la science, c'est que c'est allez, entre 2 fois sur 3 et 3 fois sur 4 le reflet d'une problématique familiale. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse des usages depuis 20 ans, je l'ai rappelé. Ce qu'on voit, c'est que le tabac et l'alcool et le cannabis, ça reste les produits les plus consommés. Ce qu'on n'a pas vu, mais ce que je vous dis, c'est que les autres drogues illicites en termes d'expérimentation dans sa vie, c'est-à-dire au moins une fois dans sa vie, ça concerne moins de 4 des adolescents à 17 ans. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ces produits illicites, hein, l'héroïne, la cocaïne, tout ça, l'ecstasy, tout ça, c'est encore des produits pour lesquels on a réussi à préserver l'environnement, scolaire, collège, lycée, le plus possible. Ça concerne donc peu de personnes. Des points de préoccupation néanmoins, si vous me permettez, les API, les alcoolisations ponctuelles importantes, qui sont ces situations, de consommation importante d'alcool sur des temps courts, ce qu'on appelait auparavant les ivresses aiguës.
et qu'on peut d'ailleurs toujours continuer à appeler ivresse aiguë, hein, c'est peut-être plus facile du coup comme mot à rappeler, ça reste élevé. Les API, elles concernent 15 des jeunes à 17 ans au moins 3 fois dans le mois. Il y a 15 des jeunes de 17 ans qui ont au moins eu une ivresse 3 fois au cours du dernier mois. Ça, c'est important parce que, je vous le redirai, les alcoolisations ponctuelles importantes, ces ivresses aiguës à l'adolescence, ça agit un petit peu comme, vous voyez, un raz-de-marée sur le cerveau. Ça vient, lessiver le cerveau, ça vient, diminuer les connexions entre les neurones, ça vient du coup freiner le développement neuronal et par-delà du coup, bah, ça vient, impacter, durablement et de façon très conséquente, le développement des compétences, neurologiques, cognitives des jeunes. Dit autrement, multiplier les ivresses à l'adolescence, c'est réduire de façon drastique ses compétences à l'âge adulte. Et c'est une réalité maintes fois prouvée maintenant, avec beaucoup d'imagerie médicale, avec beaucoup d'exercices et d'entretien psychothérapeutiques, de la neuropsychologie également. On sait que les ivresses, chaque ivresse, et plus elle se répète, plus c'est le cas, viennent limiter, réduire les compétences de l'adulte en devenir, notamment sur la résolution des problèmes complexes, notamment dans la gestion des émotions, notamment dans ce qu'on appelle la gestion des rapports à autrui, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir s'insérer dans un tissu social. Ça, c'est une vraie problématique. C'est un peu un cri d'alarme que moi je porte là-dessus parce qu'on n'en parle pas beaucoup, trop peu et en fait, c'est très souvent banalisé les ivresses, d'ailleurs même au sein des familles. On banalise un peu trop souvent la première ivresse, les autres ivresses et cetera. Non, c'est pas grave, c'est déjà arrivé à tout le monde. Or aujourd'hui, on a beaucoup trop d'éléments pour que ça reste encore un événement aussi, banalisé. Beaucoup trop d'éléments qui nous poussent vraiment à intervenir de façon extrêmement pointue. Avec des questionnaires, tout ça, avec des tests et puis surtout avec vraiment encore une fois, des des des, des outils qui permettent à chacun d'entre nous de pouvoir s'évaluer. Deuxième élément de préoccupation après les API, c'est que les jeunes en filière d'apprentissage ou les jeunes en filière professionnelle sont les plus touchés par les consommations. Ça nous rappelle aussi que, ben, voilà, ça fait partie des filières qu'on a aussi un peu trop, sans doute, laissées de côté en termes de prévention, hein. Ça, c'est aussi, une pierre dans notre jardin qu'il faut savoir, enlever maintenant. Hem, Ça veut dire qu'aussi, ben, voilà, on met très vite, notamment dans les filières, professionnelles, des jeunes, dans des milieux professionnels adultes pour lesquels, du coup, ils sont exposés aux consommations des adultes et pour lesquels ils n'ont pas les protections, nécessaires pour pouvoir, limiter leur consommation. Troisième, du coup, élément, un peu, enfin, voilà, en tout cas pour un peu alarmant, c'est les médicaments. On fait attention aux médicaments, je vous l'ai dit. Un chiffre comme ça rapidement, voilà, je ne vais pas vous donner des abreuver de chiffres, mais juste pour l'illustrer, à 17 ans, 15 des jeunes filles ont déjà pris des médicaments psychotropes, benzodiazépines particulièrement, hein, Lexomil, Xanax, pour avoir des noms de marques, des choses comme ça, en dehors de toute prescription médicale et dans un cas sur 2 donné par sa mère. 15 des jeunes filles à 17 ans, hop, des benzodiazépines principalement, un cas sur 2, une fois sur 2 donnés par leur mère, pour gérer des émotions, pour gérer le rapport à autrui et cetera. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop dangereux, il faut faire attention, voilà, pareil, c'est un risque d'addiction. Nous avons une question. Alors, quel niveau une ivresse? Une ivresse, c'est quel niveau une ivresse? C'est une très bonne question. J'ai presque envie de vous renvoyer cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce que serait qu'une ivresse? Mais comme je vous vois pas, je ne vais pas faire ce sujet-là, mais ce serait vraiment intéressant. Je serais vraiment très, intéressé de savoir, moi, ce que vous en pensez et ce que c'est qu'une ivresse. Alors, moi, ce que je peux vous dire, ce que je peux partager avec vous, c'est que une consommation d'alcool, dès qu'on absorbe ce qu'on appelle un verre standard d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool, mettons un verre de vin, une bière à 25 centilitres de bière à 5 degrés, et cetera, enfin, peu importe, un verre standard d'alcool, vous avez déjà une modification, une perturbation, voilà, de votre état psychique. Vous avez déjà, une levée d'inhibition qui s'installe, vous avez déjà éventuellement, une hilarité aussi qui peut s'installer, vous avez déjà des troubles de la vision et cetera, même s'ils paraissent au début assez anodins. 2 verres, c'est encore plus présent et cetera. On l'a défini nous à l'adolescence, le niveau de risque, on le définit à 4 consommations. 4 consommations d'alcool, OK? 4 consommations d'alcool sur un moment de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on définit pas vraiment le temps. On s'est dit entre nous, entre experts un petit peu, entre personnes comme ça, enfin sans aucune prétention, en tout cas entre professionnels, on s'est dit: «Voilà, en fait, ce qu'il faut définir, c'est l'espace-temps». C'est-à-dire que le jeune, il bouge beaucoup et que sur un temps où il va être posé, que ce soit dans la rue, chez un ami et cetera, s'il boit pendant ce temps-là plus de 4 consommations d'alcool d'affilée, et ben, il est en situation d'alcoolisation ponctuelle importante, même s'il ne ressent pas l'ivresse immédiatement. Pourquoi je dis même s'il ne ressent pas d'ivresse immédiatement? Parce qu'en fait, quand vous consommez un verre d'alcool,
votre alcoolémie maximale, et ça, il faut le savoir pour vous aussi, elle sera dans votre alcoolémie, pardon, elle sera maximale au bout de 45 minutes. Donc en fait, on peut tout à fait enchaîner des verres, vous voyez? Et avoir en fait son alcoolémie qui va être maximale quand on va rentrer chez soi, quoi, ou quand on sera déjà dans un autre lieu. Donc l'ivresse n'aura pas forcément, en tout cas l'ivresse aiguë avec voilà toutes les phases importantes de l'ébriété, c'est-à-dire les troubles de la marche, l'élocution, et cetera, ne seront pas encore survenus. Ce qu'on retient en tout cas, c'est les cas de consommation comme étant voilà le niveau de risque le plus, important. Nous avons une autre question, enfin non, c'est plutôt une interrogation, c'est, allez-vous parler des addictions aux écrans et de la pornographie? Et j'ai une question moi enfin une question, attention aux médicaments. Donc ça veut dire que les médicaments remplacent, je dirais, l'accompagnement, humain, l'accompagnement, médical et paramédical? Ça veut dire que moins d'enfants vont consulter? Le constat qu'on fait, qu'on a produit, ça s'appelle de la corrélation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet entre les 2. Ce qu'on voit à Jérémy Laplanche, c'est qu'en fait, on a eu moins de moyens dans les consultations, de pédopsychiatrie, de façon générale, hein. Moi, dans le service dans lequel je travaille, ça fait quasiment 2 ans qu'on a la moitié des lits qui sont fermés parce qu'on n'a plus d'infirmières pour travailler. C'est ça, hein, aujourd'hui, l'hôpital public, la difficulté de notre activité. Et parallèlement à ça, on a juste vu qu'on a eu une augmentation, mais je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, hein, mais pour certains produits, hein, c'est plus 100%, plus 200%, plus 250% en moins de 10 ans d'augmentation de prescription de médicaments psychotropes chez les enfants, chez les jeunes adolescents jusqu'à 15 ans. Donc voilà, la corrélation qu'on fait, c'est oui, moins de moyens, moins de consultations, moins de psychothérapie, alors que oui, il faudrait absolument des aides psychothérapeutiques, que moi je suis un fervent croyant et défenseur des psychothérapies interventionnelles, motivationnelles, voilà, dynamiques, TCC, éducatives, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument essayer toutes ces psychothérapies qui en plus sont largement évaluées chez les jeunes avant de commencer à prescrire des médicaments. Hormis bien sûr, situation psychiatrique bien particulière, hormis voilà, hein, voilà les troubles de l'attention, eux ont besoin, voilà, dans certains cas, d'être médiqués. Hein, je veux pas venir non plus, voilà, casser les prescriptions médicales si elles existent, hein, c'est pas le sujet, hein. C'est de dire, voilà, c'est qu'en tout cas, il faut avoir le stylo léger, j'ai envie de dire, quand on est prescripteur de médicaments psychotropes chez les adolescents. Il faut d'abord bien analyser les situations et les alternatives possibles. Est-ce que ça vient remplacer après le reste? Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il y a un lien de cause à effet, médication des enfants et la surconsommation de drogue à l'adolescence et à l'âge adulte. Voilà, ça on le sait par contre. Quand c'est pas encadré, ça aide. Nous avons une autre question. Que veut dire OH? Donc je lis dans le OH, chat, pardon. donc c'est pour Oui, ça. je disais, du Voilà. coup, je suis allé vite tout à l'heure, j'ai dit tabac, alcool. Alors OH, voilà, c'est la façon de marquer alcool. Je vous le remettrai sur une diapositive dans quelques instants, vous allez voir, ouais, c'est une façon rapide de marquer alcool. Ça veut dire que les 3 produits le plus consommés, c'est tabac, alcool, cannabis. Juste pour précision, effectivement, on a l'impression en fait qu'on a un glissement des formes d'addiction et de ces addictions puisque, vous le notiez, on a une diminution du tabac, on a une diminution de l'alcool, on a une diminution du cannabis, certes, mais on a paradoxalement, et parallèlement à ça, on voit une augmentation massive, de l'utilisation des cigarettes électroniques, notamment les cigarettes électroniques jetables, dans les poubelles des collèges, fleurissent, c'est dingue. On a, quand même une consommation du cannabis légal avec les CBD, que ce soit sous forme fumée, sous forme de tisane, sous forme de gouttes, qui est plus importante, y compris chez des jeunes, et qui pour le coup, étant, légalisés, ne sont pas, considérés de la même façon, en termes, de stupéfiants. Mais toutefois en termes d'addictologie, c'est comme le café, arrivé à une certaine dose, c'est une véritable addiction. Et puis on a aussi cette transformation de l'addiction, avec nos enfants qui deviennent addicts, aux pixels. Par leurs écrans de téléphone, la question de la pornographie, la question de l'addiction aux écrans est quand même extrêmement présente. Ce qui pour nous en plus, en tant que parents est d'autant plus, problématique puisque le moment où on parle d'addiction, pour les élèves, c'est bien souvent sur l'aspect disciplinaire. C'est quand ça prend des proportions trop lourdes et que ça conduit à des soucis disciplinaires au sein des établissements scolaires et assez peu finalement sur le côté prévention. On a un volet prévention, qui est certes abordé, mais qui est quand même pas, très fréquent. C'est quelque chose que vous constatez également ou c'est, une information de parents, qui vient, par des biais de parents? C'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, il y a beaucoup de questions. Je vous remercie de votre question. Donc, c'est voilà, une question complexe à tiroir, comme on dit. Allez, addiction. Encore une fois, moi, voilà, mon travail, c'est de faire en sorte de se dire que l'addiction, elle
doit correspondre à des critères bien particuliers qui correspondent à ce qu'on appelle, un manuel qui s'appelle le diagnostic des maladies mentales avec, voilà, des critères. Ces addictions qui répondent à ces critères addiction sont extrêmement rares à l'adolescence. J'insiste là-dessus, on a des pratiques addictives, on a des comportements à risque et cetera, peu d'addictions et tant mieux. Je veux dire, voilà, c'est vraiment encore une fois, tant mieux, c'est pas quelque chose auquel il faut se plaindre. Rentrer dans des situations d'addiction, hein, je tiens aussi à le repréciser, notamment sur l'alcool, par exemple, la perte de contrôle totale de la consommation d'alcool, c'est 10, 15 ans, 20 ans d'usage, hein, entre le premier contact avec l'alcool et la situation d'addiction. Premier contact avec l'alcool, on va dire en France, en moyenne, autour de 10, 11 ans. Premier contact, hein, première fois où on trempe les lèvres dans l'alcool, début du collège. Situation du coup, d'addiction à l'alcool, autour d'une trentaine d'années. Vous voyez, donc il se passe un grand moment entre ces usages-là. Pour le tabac, c'est un peu plus court parce que c'est la drogue la plus addictogène, donc qui rend la plus dépendante, le tabac fumé. Les autres produits, ben voilà, après, ça dépend un peu de leur rythme de consommation, mais en tout cas, c'est relativement réduit. J'insiste, les consommations diminuent. Oui, il y a à côté d'autres choses qui se passent. On va en reparler. Vous m'avez parlé de la vapoteuse, par exemple. La vapoteuse, ça fait partie de ces sujets, par exemple, où on doit avoir une concertation collective sociale. Moi, en tant qu'addictologue, en tant que professionnel de santé, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vapoteuse est un outil d'aide à l'arrêt du tabac qui est extrêmement intéressant, extrêmement important, à tel point que les Anglais maintenant la remboursent, qu'ils la mettent dans les kits, etc. Grâce à ça, en Angleterre, ils ont baissé leur tabagisme d'une façon radicale, bien plus. Donc ça marche très bien. Ça, c'est certain, ça marche vraiment très bien. Il y a pas de combustion, donc ça dégage pas de produits cancérigènes, pas de monoxyde de carbone, et cetera. Il y a 2-3 règles à avoir. Je vais pas vous faire, aujourd'hui, le débat, enfin la présentation là-dessus, mais en tout cas, ça marche bien. Oui, il y a une préoccupation de la consommation de nicotine chez les jeunes. Bien sûr qu'il y a une préoccupation de la consommation de nicotine chez les jeunes. Ma première préoccupation, moi, c'est de prévenir l'entrée dans le tabac. J'ai un ennemi, je vous le redirai, c'est le tabac. J'ai des adversaires, ce sont les autres produits. L'ennemi pour moi, c'est le tabac. Le tabac, c'est beaucoup trop mortel. Les parents, très souvent, vous, d'autres parents, je ne sais pas qui, des parents en tout cas, moi, ceux que je rencontre très souvent, banalisent considérablement la consommation de tabac de leurs jeunes, par contre s'inquiètent considérablement de la consommation de CBD, vous l'avez noté, ou d'alcool, ou que sais-je, mais plutôt de CBD ou de cannabis de leurs jeunes. Or, d'un point de vue scientifique, et je vous le redirai dans un instant aussi, le cannabis est beaucoup moins dangereux sur tous les tableaux que l'alcool ou que le tabac. Donc en fait, c'est la vision qu'on en a, c'est une vision qui est pas forcément, enfin qui est pas forcément juste, qui est relativement biaisée d'ailleurs. Et beaucoup de pays dans le monde, vous savez aujourd'hui, il y a les États-Unis, le Canada dans leur totalité du Canada, mais le Luxembourg, l'Allemagne dans quelques temps, etc., ont modifié leur loi sur le cannabis en se basant sur la science, sur des faits qui disent que finalement, bon, voilà, les risques sont quand même très limités, en tout cas bien plus que sur l'alcool ou le tabac. Néanmoins, ça doit nous amener à avoir des démarches de prévention collective et quand on parle de la puff, pour ne pas la nommer, puisque là vous la citez dans les poubelles, des collèges, cette fameuse vapoteuse jetable, cette cigarette électronique jetable dont on parle beaucoup, qui certes a été un design et des coûts qui sont faits pour être attractifs, auprès des plus jeunes. Moi, je rappelle à chaque fois aussi qu'en termes de prévention collective, la vente de nicotine en France, hors médicaments, voilà, de substitution nicotinique, hors patch et comprimés, est interdite aux moins de 18 ans. C'est-à-dire que quand on veut mettre en place une vraie politique de prévention, ça ne peut pas être effectivement que vous parents, que nous soignants, mais ça doit être aussi effectivement les pouvoirs publics dans leur globalité. Et je vous le redirai, c'est qu'une politique de prévention, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit partenariale. Là où ça a marché, dans les pays où ça a marché, c'est quand effectivement tout le monde est associé. Si aujourd'hui on arrivait aussi à baisser les consommations d'alcool, c'est qu'aussi on a fait beaucoup de pression sur les supermarchés pour limiter la vente d'alcool aux mineurs. Et vous le savez, si vous achetez de l'alcool dans les supermarchés, même dans les caisses automatiques, tac, si vous prenez de l'alcool, votre caisse automatique, elle clignote là et vous avez quelqu'un qui est vérifié, vous êtes un majeur. Donc tout ça, ça a fonctionné. Pour le tabac, on ne le fait pas, quasiment pas, beaucoup trop peu. Le lobby des buralistes est extrêmement puissant et donc voilà, on a beaucoup de mal à faire ça. Voilà, moi, je suis pour avoir des vapes dans beaucoup de situations. C'est même une situation, des fois, pour des jeunes où c'est intéressant de les faire vapoter pour qu'ils sortent des consommations de tabac. Autour de 20 ans, des fois, ou 20 ans, 22 ans, c'est important d'avoir déjà cette idée de sortir de la consommation de tabac grâce à une nicotine qui est propre. Mais pour les plus jeunes, bien sûr qu'il faut prévenir. D'ailleurs, je vous montrerai les flyers qu'on a fait tout à l'heure et que je pourrais vous envoyer. Mais néanmoins, il faut aussi que ce soit un enjeu collectif. Il faut qu'on ait le soutien derrière de la collectivité dans son ensemble. Je me permets de réinsister. Allez-vous donc il y a 2 demandes. Allez-vous parler des écrans et de Les écrans, je vais en parler. et l'addiction à l'héroïne aussi, je pense. Donc voilà, À c'est l'héroïne aussi. voilà, envie de
Oui, enfin, OK. je En fait, lis, moi, je peux voilà. parler un peu de tout ce que vous voulez, parce que voilà, D'accord. c'est mon job. L'héroïne, je pourrais en parler, bien évidemment. Mmh, C'est pareil, c'est extrêmement rare. Moi, bon, voilà, mais oui. je peux en parler à Donc l'adolescence, hein, donc, en tout cas, je peux en parler sans aucun problème. J'ai commencé à et travailler. si ça vous gêne pas, est-ce qu'on peut poser peut-être toutes les questions à la fin? Parce que j'ai du mal à suivre dans le chat et donc après ça repart. Donc je ne sais pas comment vous souhaitez procéder pour que ce soit le plus efficace, OK, peut-être interactif que c'est juste des et bonnes précisions, effectivement, sur les planches. Tac, vous n'hésitez pas sur les planches, des précisions, si c'est des questions, effectivement, pour lesquelles on peut toujours avoir des éléments qui vont arriver dans le déroulé. Autant, effectivement, qu'on en parle tout à l'heure. Comme ça, du coup, je les aurais déjà répondu. La seule chose que je n'aborderai pas pour l'instant, là, en tout cas, j'ai pas mis dans mon diaporama, c'est la pornographie, pardon. d'accord. Voilà, parce que c'était pas un sujet que j'avais mis Mmh. dans mon viseur. Mais bon, enfin, Oui. on pourra en C'était parler. une demande d'un parent qui est présent. Voilà, c'est ça. OK, Voilà, bah, donc, écoutez, je vous laisse. Merci beaucoup. je vous en prie. Donc en tout cas, allez, du coup, pour continuer sur ces idées, donc on a retenu pas mal d'éléments, puis on a retenu aussi évidemment on parlait là actuellement de produits et qui sont des drogues, différents types de drogues. On se rappelle qu'une drogue, hein, la définition stricto sensu d'une drogue, c'est un produit qui vient modifier l'état de conscience, indépendamment de tout risque de dépendance. Il y a des drogues extrêmement puissantes en termes d'effets psychotropes qui n'amènent zéro dépendance. Je vous le donne dans le mille, c'est les produits hallucinogènes. Les produits hallucinogènes purs, LSD, psilocybine, donc le champignon hallucinogène, n'amènent pas de dépendance parce que dans le cerveau, ils vont pas agir sur la dopamine, ils vont agir sur un autre neuromédiateur, la sérotonine, mais le nom ne nous intéresse pas. Et en tout cas, juste, ils sont pas dépendants, mais c'est juste pour illustrer qu'une drogue, c'est pas non plus quelque chose qui rend dépendant tout le temps. C'est juste un produit qui va modifier l'état de conscience avec des toxicités plus ou moins importantes. On peut les classer, 3 effets: sédatifs, excitants, hallucinogènes. Les produits sédatifs, ils sédatent, ils endorment et ils font voir un peu plus la vie en rose, tout ça. Opiacés, plutôt le cannabis, plutôt les tranquillisants, plutôt l'alcool, et cetera. Les excitants, bah, ils stimulent, la cocaïne particulièrement, les amphétamines, et cetera. Cocaïne et crack, c'est la même chose, hein. On se rappelle que la cocaïne et le crack, ce sont exactement les 2 mêmes produits, qu'uniquement leur mode de consommation change et derrière, par contre, les publics sont un peu différents et c'est pour ça, du coup, que voilà, des fois, on parle plus de l'un que de l'autre et on associe davantage le crack à la précarité et la cocaïne au showbiz. Or, en fait, ce sont les mêmes produits. Et les produits hallucinogènes, voilà, LSD, mescaline, et cetera, d'autres produits. Cette classification, vous la voyez déjà quand je vous la présente, elle est extrêmement restrictive. Elle ne nous permet pas d'avoir une bonne vision des produits parce qu'en fait, quand on consomme, par exemple, du cannabis, eh ben, vous avez des gens, peut-être que vous en connaissez, qui le consomment pour avoir des effets hallucinogènes ou délirogènes. Vous avez des gens qui en consomment pour avoir des effets excitants aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les produits partagent pas mal d'effets et ce qui fait qu'on va avoir l'effet d'un produit. Ce qu'on va ressentir l'effet d'un produit, c'est également ce qu'on va mettre dans le produit, hein. C'est l'effet placebo du produit, ce qu'on va pouvoir investir dans le produit. C'est ça qui va nous amener, du coup, à avoir un effet particulier. Donc du coup, on a fait une autre classification, on a fait une classification qui nous paraît plus intéressante en termes de professionnels, c'est une classification sur la dangerosité. On a classé les drogues selon leur potentiel de dangerosité, en se disant finalement, pour qu'on ait une vision rationnelle dans le champ des drogues, de tout ça, il faut qu'on puisse se dire, voilà, quels sont les produits qui, à nombre de consommateurs équivalents, et j'insiste bien là-dessus, à nombre de consommateurs équivalents, sont les plus toxiques. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les produits légaux, tabac, alcool, sont extrêmement présents dans ces classifications-là, qui sont extrêmement rigoureuses. La toxicité sur le système nerveux central, la capacité d'un produit à détruire des neurones. Premier produit neurotoxique, l'alcool. J'en ai parlé chez les jeunes. Chez les adultes, c'est évidemment la même chose. Ça amène à des syndromes qu'on appelle Guéguet-Wernicke, Korsakoff, etc. Je vous passe les noms, mais en tout cas des maladies extrêmement graves avec des troubles amnésiques et des troubles de la reconnaissance extrêmement importants. Deuxième produit neurotoxique, l'amphétamine, et troisième produit, le crack et la cocaïne. On voit que dans cette toxicité, hein, centrale du système nerveux central est absent le cannabis, hein, il n'est pas retrouvé en tout cas dans ce taux de tête déjà. C'est pas pour ça qu'il n'a pas une action psychotrope, mais en tout cas, il détruit pas les neurones. Toxicité somatique, on l'a rappelé, tabac, alcool, très loin devant les autres, boum, c'est 110 000 décès par an, 120 000 décès par an, les deux réunis, prématurés, hein, prématurés avant 65 ans, cocaïne excédée derrière. Les autres drogues illicites, c'est grosso modo moins de 1000 décès prématurés en France. Voilà, pour toutes les autres drogues, les deux autres sont très devant. Et le tabac, ça tue un consommateur sur deux, pour le dire un peu plus trivialement. La toxicité sociale, la capacité de produire des troubles sociaux, l'héroïne d'abord, l'alcool ensuite. L'alcool, c'est 30% d'accidents de voiture, accidents de la route, accidents du travail. C'est 2 tiers des violences conjugales, dans la pédocriminalité. Enfin, je veux dire, l'alcool, le produit qui
donne bonne caution à beaucoup de personnes pour faire des actes criminels. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. D'ailleurs, il y a eu des tests qui ont été faits et qui sont assez intéressants. On a fait boire du placebo alcool à des gens qui avaient vraiment le goût de l'alcool et on a vu qu'en fait, rien que le fait de penser qu'on a bu de l'alcool, et ben, ça permet à des gens de faire des actes qu'ils feraient pas habituellement. Donc c'est vraiment c'est surtout un produit qui va donner la caution en fait, hein, d'une action. Et puis la capacité du produit à vous rendre dépendant, je vous le rappelle et je vous le redis, le tabac, c'est la drogue la plus addictogène qui existe. Ce qui veut dire, le corollaire de ce que je viens de dire, c'est que ce sera la drogue la plus difficile à arrêter, le tabac fumé, supérieur à l'héroïne, supérieur à l'alcool. Et je vous passe le dernier mot qui est la réduction des risques. Il y a bien une drogue qui nous unit tous, en tout cas beaucoup d'entre nous, sauf ceux qui n'aiment pas trop ça ou n'arrivent pas à dormir quand ils en consomment, notamment l'après-midi, c'est bien la caféine. Vous l'avez dit tout à l'heure, oui, la caféine est une drogue qui amène une situation de dépendance. Dépendance et non addiction. Tiens, on va commencer aussi à différencier les 2. Addiction, je vous ai dit, addictere, ça veut dire en latin esclavage, contrainte par le corps, hein. C'était une dette par le corps à l'époque. Dépendance, dependere en latin, ça veut dire être lié à quelque chose. La dépendance, c'est être lié à quelque chose. Et ben, on est lié à beaucoup de choses dans sa vie. On est dépendant de beaucoup de choses dans sa vie. C'est même indispensable à la survie de notre espèce animale. Nos dépendances affectives aux uns, aux autres, à l'allaitement chez les enfants, enfin, voilà, à l'alimentation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous amènent cette dépendance-là. Et donc, il y a des produits aussi qui amènent la dépendance, mais qui ne vont pas jusqu'à l'addiction. À savoir que la caféine, si vous buvez beaucoup de café, mais que vous êtes dépendant à la caféine, comme peut-être certains branchements d'entre nous, là-dessus, il n'y a pas trop bon, à la rigueur, on se cache pas trop facilement à dire, on peut lever la main, hop, on est dépendant à la caféine. Pour autant, bon, le jour où vous avez plus de café, vous n'allez pas casser le franc prix en bas de chez vous. Et ça, c'est la grosse différence. Et franchement, si vous êtes addict à l'héroïne, à l'alcool ou au tabac, bah, vous allez faire des kilomètres et des kilomètres avant de trouver votre produit pour éviter les signes de manque. Ça, c'est vraiment une différence très importante avec les autres produits. Les autres produits, les autres comportements, les voilà. Alors, c'est pareil, je ne vous ai pas fait un catalogue des drogues, ce n'était pas mon objectif, c'est pas très intéressant. Moi, je me suis surtout proposé de les illustrer un petit peu avec quelques images, ces produits-là. Vous voyez, c'est notre fameuse OH de tout à l'heure. Cette molécule d'alcool. En se disant: «Allez, pour commencer cette liste des produits, on va prendre un des produits les plus fréquemment, consommés en France». Même le plus fréquemment consommé en France, c'est bien l'alcool et en vous le remettant comme ça, alors même si vous avez oublié vos cours de chimie, de terminale, C2H5OH ou voilà, quelle est la formule, rassemblée du coup de l'alcool, de l'éthanol en l'occurrence. De le mettre comme ça vous illustre juste que c'est une toute petite molécule d'alcool et comme c'est une toute petite molécule, ce produit alcool, bah, dès qu'on l'absorbe, pouf, il va très vite dans le sang. Comme il a ce groupement OH, il est très hydrophile, il va très vite dans le sang, hein, qui est un milieu aqueux et il va très vite atteindre le cerveau du coup et puis il va aller un peu partout dans le corps parce que comme c'est une toute petite molécule, il va pouvoir diffuser très largement un peu partout avec beaucoup, beaucoup d'effets toxiques parce que ce groupement OH aussi, ce qu'on en connaît, ce sont 2 atomes, l'hydrogène et l'oxygène, qui vont beaucoup réagir avec les tissus du corps humain, qui vont aller les détruire progressivement et notamment les tissus, phospholipides comme le cerveau et donc du coup, ça va amener des dégâts, progressifs et assez rapides d'ailleurs pour certains d'entre nous, sur le cerveau. Donc c'est un élément important. On se rappelle aussi que voilà, l'alcool, c'est une histoire aussi, voilà, donc c'est un produit qui est très présent dans notre histoire, évidemment avec beaucoup, beaucoup de fausses idées autour de ce produit. Que ça soit chez la femme enceinte, que ça soit dans tout ce qui était auparavant, évidemment, les digestifs, pardon, hein, qui permettaient de prendre la route dans de bonnes conditions ou de conduire un train dans de meilleures conditions également quand on buvait un Ricard, et cetera. Mais c'est un produit aussi d'alcool où les alcooliers sont extrêmement inventifs. Ça, c'est les nouvelles formes de consommation de l'alcool avec, ce qu'on appelle les hard seltzer qui sont ces canettes que vous pourrez découvrir ou redécouvrir, demain soir, dans votre supermarché favori, qui sont ces canettes avec, de l'eau, en fait, parfumée, citron, pamplemousse, framboise, orange et cetera, parfumée avec des parfums de synthèse et dans lesquelles on a juste versé de l'éthanol pour en faire des boissons à 5 sur des packagings qui ressemblent à tout sauf de l'alcool et qui sont, vous le voyez, pour certains d'entre eux, excessivement, orientés vers les femmes, hein. Donc on a vraiment des packaging également qui sont très adressés à la clientèle féminine. Ça, c'est le nouveau mode de consommation de l'alcool. Ce qui permet de vous dire aussi à ce moment-là que oui, les consommations d'alcool pour pouvoir aussi éviter l'entrée dans la dépendance et notamment à l'âge adulte. Ça veut dire, pour l'alcool notamment, pas d'alcool avant 15 ans,
pas d'ivresse avant 18 ans, quoi. C'est ça les consignes à donner. Que nous, parents, en tant que garants du cadre auprès de nos adolescents, c'est ça qu'on doit donner. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de consommation d'alcool pendant cette période-là. Mais ça veut dire que si on est bien clair sur la façon dont l'alcool doit être encadré, les jeunes qui vont ensuite, bien sûr, franchir le cadre, ils sauront très rapidement vers où du coup se retourner, vers où, repartir pour pouvoir se protéger, quoi. Pas d'alcool avant 15 ans, pas d'ivresse avant 18. Ça veut dire que je vais limiter mes ivresses, c'est automatique, mon comportement va changer. Si je suis un parent laxiste, un peu du genre: «Fais ce que tu veux, de toute façon l'adolescence, c'est fait pour prendre des risques», beaucoup plus de chances de multiplier, les consommations. Précocité des consommations, facteur de risque un des facteurs de risque très importants de dépendance à l'âge adulte. 2e facteur de risque sur l'alcool, c'est la tolérance à l'alcool qui est un élément très important, de dépendance à l'âge adulte. La tolérance à l'alcool, qu'est-ce que c'est? C'est votre capacité en tant qu'adolescent ou d'adolescente de pouvoir, consommer beaucoup d'alcool sans ressentir les effets de l'ivresse. Vous savez, c'est cette personne, peut-être, quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, voilà, qui, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui était extrêmement valorisé parce qu'en France, on valorise énormément ces comportements-là, quoi. Extrêmement valorisé parce que lui, il tenait l'alcool, quoi, comme un homme. Et ça, cette tolérance à l'alcool, en fait, c'est juste le reflet d'un fort, potentiel enzymatique, beaucoup d'enzymes dans le corps qui viennent détruire l'alcool et donc de pouvoir absorber beaucoup d'alcool. C'est que si vous absorbez beaucoup d'alcool, bah, vous aurez beaucoup d'effets psychotropes et donc vous serez beaucoup plus amené ensuite à devenir dépendant à l'âge adulte. Donc précocité des consommations, tolérance à l'alcool, 2 facteurs extrêmement importants du coup, prédictifs de la dépendance à l'âge adulte. Avec un élément important pour la tolérance, c'est que comme c'est quelque chose, les enzymes de génétique, hein, qui est donc du coup, amené par les gènes, ça veut dire que ça se transmet. Donc ça veut dire que si dans votre famille, évidemment, votre père, votre grand-père, votre, je sais pas quoi, grand-oncle et cetera, étaient déjà dépendants de l'alcool, on peut se poser la question qu'ils avaient peut-être eux ou que dans votre famille, il y a peut-être une bonne tolérance à l'alcool qui se transmet de façon générationnelle, c'est-à-dire la capacité de détruire l'alcool facilement et dans ce cas-là, soyez prudents, hein. C'est vraiment chose de savoir, il y a des informations à transmettre, à dire à son adolescent: «Tu sais, dans ta famille, on a 3 générations de personnes alcoolodépendantes, donc ça veut dire qu'on a sans doute un potentiel enzymatique». Pas de la dépendance, hein, la dépendance ça se transmet pas. Par contre, ce qui se transmet, c'est la capacité à détruire l'alcool et ça, si tu l'as, fais attention parce que c'est un risque de dépendance. Vous voyez, ça, c'est un vrai message de prévention. Je peux vous le dire de la façon inverse, population, sud-est asiatique, par exemple, principalement, mais aussi, 3 des femmes caucasiennes, enfin, peu importe. Les femmes particulièrement, ou les hommes en tout cas asiatiques, qui sont intolérants à l'alcool, c'est-à-dire qui, dès qu'ils boivent un verre d'alcool, ont ce qu'on appelle le flush, la rougeur, les rougeurs, tout ça, et cetera, l'ivresse. Pareil, hein, tout le monde connaît des personnes qui sont intolérants à l'alcool, et vous-même, vous l'êtes probablement. Ces personnes-là ne seront, je ne vais pas dire jamais, mais en tout cas, quasiment aucune chance de devenir dépendantes à l'alcool, parce qu'elles n'auront jamais la possibilité d'absorber suffisamment d'alcool pour, stimuler régulièrement leur cerveau et devenir dépendantes. Vous voyez des fois, enfin voilà, les gènes nous amènent des situations de nous mettre des capacités à pouvoir détruire un produit et cette capacité à pouvoir détruire ou pas le produit, et ben, c'est très prédictif derrière de la capacité à devenir dépendant ou pas. Je pourrais prendre le même exemple avec le tabac d'ailleurs, ça fonctionne aussi, hein. Il y a des petits fumeurs qui fument 3 cigarettes par jour depuis 20 ans, bah, ces gens-là, ça veut dire qu'ils ont, ils arrivent pas à détruire la nicotine, donc leur nicotine s'accumule dans le cerveau, elle stimule les récepteurs, toute la journée, donc 3 cigarettes par jour, ça suffit. Un fumeur classique, il fume 20 cigarettes par jour parce que sinon il a un manque de nicotine, parce qu'il détruit la nicotine rapidement. 2e produit, j'avance, allez, c'est là, tu sais, j'avance sur un autre produit, le cannabis, parce que c'est pareil, c'est le produit dont on parle beaucoup. Alors le cannabis, c'était juste pour se rappeler pareil à travers ces images, ce que c'est que ce cannabis. C'est un produit qui est très ancien, 3500 ans à peu près d'utilisation, du cannabis dans beaucoup de pharmacopées et cetera. C'est un produit qu'on a utilisé en fait jusqu'au début du XXe siècle et de façon extrêmement importante et puis dans le XXe siècle, c'est un produit qui a subi de plein fouet, de façon très importante, la prohibition. La prohibition liée à l'usage de drogue et donc du coup, en subissant la prohibition, on a stoppé toutes les recherches sur le cannabis, produit de côté. Heu de façon assez dommageable, hein, parce qu'on voit aujourd'hui à quel point il revient d'ailleurs en thérapie. Beaucoup d'effets extrêmement intéressants, je vous en reparlerai tout à l'heure ou dans un instant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un produit, voilà, qui se présente comme ça, qui a été donc cultivé dans beaucoup de régions du monde. La photo de gauche, hein, c'est celle que vous retrouvez des fois dans les armoires de vos enfants, c'est ces inflorescences, ces gros pieds de cannabis qui poussent sous des lampes à sodium, souvent maintenant, puisqu'il y a plus de 10 de la production, de la consommation française qui est produite, hein, dans des, chez des particuliers, hein. Donc il y a 10 de la consommation de cannabis en France qui est produite dans les caves ou les baignoires des particuliers en France. Et donc du coup, voilà, et là on va couper du coup, les inflorescences femelles, là c'est ce qu'on voit qui est bien chargé
en pollen et on va fumer le pollen en le faisant sécher. Et si on le tamise, on va en faire, du coup, on va récupérer le pollen. À l'herbe, on peut la tamiser, récupérer le pollen, en faire de la résine et puis en faire de l'huile éventuellement, et cetera. Voilà, différents types de supports que je vous illustre à travers différents types de photos. Peut-être que vous les connaissez ou que ça vous rappelle différents souvenirs, en tout cas, récents ou plus anciens. En tout cas, voilà, c'est la façon dont le cannabis est consommé, hein. La résine de cannabis, en tout cas en France, c'est le mode de consommation principal, puisqu'on est les plus gros consommateurs de résine au monde. De résine, hein, voilà, de ce produit comme ça que vous avez sous les yeux, avec historiquement quelque chose de très important, un lien très important avec le Maroc, hein, sur la consommation de résine de cannabis, bien évidemment. Qui peut être de différentes couleurs, tout ça, mais bon. C'est passionnant l'histoire du cannabis, mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Sinon, j'arriverai jamais à avancer sur mon diaporama. Voilà, ce qu'on peut voir en tout cas, le cannabis, ça se forme fumée, et c'est fumé dans plein de formes de joints aussi que vous avez déjà vu et que vous savez faire si vous faites de l'origami. En tout cas, ça se fait un peu comme ça. Pour vous le rappeler, pour ceux qui ont perdu un petit peu, pour prendre 30 secondes un peu de respiration, je vous rappelle juste comment on fait un joint de résine de cannabis si c'est trop loin dans votre esprit. Voilà, c'est des petits amis bien intentionnés qui doivent amener, vous voyez, cette herbe de cannabis, et du coup, qui est vraiment chargée en pollen, hein, du coup, qui est extrêmement importante. Ces grandes cigarettes qu'on peut trouver maintenant, ces grandes, pardon, feuilles qu'on peut maintenant trouver un peu partout en vente, hein, voilà, du bazar, en passant par la station-service où ils ont maintenant des kilos de feuilles à rouler, pour vous dire à quel point le cannabis est diffusé en France. Voilà, on prend son herbe, on prend sa feuille, son tabac, on met du tabac, on roule un filtre, en carton, le petit bonhomme bleu, là, il roule un filtre en carton pour éviter d'absorber trop de miel de cannabis quand il va tirer sur son joint. Tout ça, c'est mélangé avec de l'herbe et puis évidemment, c'est roulé. Comme ce sont des petits garçons intelligents, ils ont roulé leur joint à l'envers. En tout cas, on dit qu'ils ont fait un collage à l'envers pour fumer moins de papier, mais tout ça, on le reverra dans les travaux pratiques. Et ça, voilà, à la fin, tac, ils fument évidemment leur joint de cannabis. C'était juste pour se rappeler que, en fait, ces informations ou cette diffusion, elle est extrêmement présente, que vous avez un nombre considérable sur tous les réseaux sociaux maintenant. Alors, au-delà d'addiction, hein, c'est aussi juste dire qu'on est envahi aujourd'hui voilà, de toutes ces informations-là et toutes ces capacités de pouvoir avoir accès à ces informations. Le cannabis aujourd'hui, il se développe dans beaucoup de secteurs. Alors, vous savez, souvent, on les classe un petit peu cannabis récréatif, les cannabis de synthèse, qui eux sont ce qu'on appelle les cannabinoïdes de synthèse, avec voilà, différents produits qui sont en vente souvent sur le marché, hein, de façon libre, hein, légale, et qui sont par contre extrêmement toxiques, ceux-là. Les cannabinoïdes thérapeutiques et puis ce fameux CBD. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous me permettez, sur cette diapositive, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, cette classification, elle est compliquée à réaliser, et quand on sectionne un peu trop tout ça, ça nous coupe de beaucoup de choses. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, quand on parle de cannabis thérapeutique, par exemple, c'est le même cannabis qui est fumé dans la rue, quoi. C'est exactement la même chose, sauf qu'il est, lui, vendu en pharmacie et l'autre, il est acheté dans la rue. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, les effets du cannabis thérapeutique, comme par exemple l'effet antiémétique pour empêcher de vomir, l'effet sédatif, l'effet orexigène qui donne envie de manger, l'effet, j'ai envie de dire aussi, sur l'humeur positive, un peu l'évasion, l'hilarité encore une fois, d'avoir des rires spontanés et cetera. Ça, c'est un des vrais effets thérapeutiques qui est aussi recherché chez des personnes qui sont notamment dans des situations de fin de vie, de douleurs chroniques, vous voyez? Pour lesquelles en fait cet aspect-là est une indication thérapeutique. Donc en fait, on a aujourd'hui une multiplicité d'effets qui sont pris à droite et à gauche, et on voit que de venir aujourd'hui casser ces effets ou ces produits, c'est très compliqué. Deuxième élément par rapport à ça, et d'ailleurs qu'on observe de plus en plus, c'est que l'augmentation de la consommation de cannabis aujourd'hui, moi je dis qu'elle a été en diminution à 17 ans, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que parmi vous, Quadra, je sais pas, vous êtes Quadra, il y a peut-être des Quadras parmi vous, en tout cas moi j'en fais partie. Parmi les quadras, l'augmentation de cannabis, de la consommation de cannabis, elle est extrêmement importante. La L'incidence, donc l'augmentation de la consommation de cannabis, elle est la plus forte aujourd'hui chez les quadras. Parce que voilà, on a décalé des consommations qui étaient des consommations de plus jeunes, parce que aussi, les quadras et aussi d'ailleurs les quinquas maintenant, ont marre de boire de l'alcool et veulent plutôt des produits, anxiolytiques différents. Et donc ce sont aussi des personnes qui ont porté d'ailleurs beaucoup, hein, la diffusion notamment du CBD aussi d'ailleurs, et qui viennent en tout cas à travers le cannabis développer ces usages-là, et qui sont en fait des consommations extrêmement ritualisées, qui sont peu problématiques, hein. Il y a même pas beaucoup de problèmes liés à ces consommations-là, en tout cas de problèmes sanitaires, addictologiques, il y en a pas, donc c'est voilà, c'est des problèmes sociaux, ça c'est sûr, notamment légaux. Mais en tout cas, cette consommation, elle est portée par les quadras, et dans ces cas-là, vous voyez, c'est plutôt une visée, défonce, hein.
c'est vraiment dans une visée, qu'on appelle autothérapeutique, mais qui est aussi ou bien-être, mais qui est aussi juste thérapeutique en un sens, c'est-à-dire fumer, pour ce voilà, le côté anxiolytique, encore une fois, le côté un peu hypnotique, heu, le côté apaisement, ce que beaucoup de gens recherchent dans des consommations d'alcool occasionnelles. Ce fameux CBD, c'est, un des très nombreux cannabinoïdes qui a peu de présent, dans le plant de cannabis. Il y en a 180 des cannabinoïdes dans le cannabis, donc beaucoup, évidemment, on les connaît pas tous, on les a pas tous, enfin, pas tous en tout cas correctement étudiés. Mais on commence à les étudier bien, à THC, CBD, le CBN, le CBG, le CBDA, et cetera. Enfin, voilà, c'est pareil, si un jour, si vous voulez qu'on se revoit, on parlera du CBD pendant 2 heures de temps, et c'est un autre sujet extrêmement passionnant. En tout cas, le CBD, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est de plus en plus présent, beaucoup de propriétés, que dans le cannabis thérapeutique, c'est très utilisé, mais c'est toujours utilisé en association avec le THC, parce qu'on sait que c'est des produits, en fait, qui agissent en synergie l'un avec l'autre, donc il faut les associer. C'est des bons produits aussi pour réduire la consommation de cannabis. Moi, ce que je peux vous partager comme expérience clinique que j'ai avec d'autres collègues, c'est que chez les consommateurs, jeunes consommateurs de cannabis illégal qui ont vraiment une problématique avec le THC, et ben, du coup, proposer aux parents pendant un temps de pouvoir associer ça avec des consommations de CBD, ça permet de se détacher d'un milieu de deal, d'un milieu de vente, de consommateurs, et cetera, et puis d'effets de défonce du cannabis, et de garder que les propriétés, du coup, apaisantes du CBD, et c'est, heu, relativement efficace pour, du coup, permettre, aux jeunes comme aux moins jeunes d'ailleurs, de sortir de la consommation de cannabis, associé à d'autres choses, mais en tout cas, ça fait partie des aujourd'hui des alternatives thérapeutiques, qu'on développe et qu'on propose. Le CBD, ça va également testé actuellement dans l'alcoolodépendance, hein, pour arrêter l'alcool aussi, dans la dépression, enfin, dans pas mal de problématiques, et beaucoup de problématiques évidemment aussi, neurologiques. En tout cas, un vrai produit CBD-THC, vous en entendrez parler de nouveau. Voilà, c'est des produits qui agissent sur le corps humain. C'est pas à lire ces diapositives, c'est juste pour dire que ça agit partout sur le corps humain. On va entendre parler parce que voilà, la science évolue partout, parce que tous les pays changent leurs lois aujourd'hui, sauf la France malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur des constats qui sont des constats, encore une fois, moraux, sociétaux, culpabilisants, stigmatisants, qui n'ont pas beaucoup de sens d'un point de vue scientifique, et que nous, voilà, pauvres professionnels de santé, avec, nos arguments scientifiques, finalement, bah, on se rend compte qu'on voilà, fait on fait pas le poids face à des décisions politiques qui sont uniquement, basées sur des représentations, hein. On a commencé le diaporama en parlant de représentation, ouais, on est vraiment là-dessus, sur des représentations. Le tabac, c'est notre adversaire, hein, c'est voilà, je disais, il y a plein d'adversaires, il y a un ennemi, c'est le tabac. Le tabac, voilà, Bob, j'ai le cancer. Vous vous souvenez de cette campagne de communication de Marlboro, voilà, avec cette affiche qui avait été faite par l'OMS à l'époque. Je l'ai ressortie parce qu'elle est affichée dans mon bureau, donc j'ai prise en photo, et je trouve que c'est voilà, pour moi, c'est ça, juste c'est le cancer, quoi. Le tabac, c'est le cancer. Je ne vais pas en dire davantage. Le tabac, c'est pour moi, c'est vraiment, un désastre sanitaire. Heu, c'est un des conflits d'intérêts. Ce sont des gens avec des pouvoirs de lobbying, de nuisance qui est extrêmement important, et voilà, et on en paie tous individuellement, familialement les conséquences aujourd'hui, dans tous nos réseaux, et on voit à quel point c'est vraiment un produit récent en plus, hein. Juste se rappeler, hein, ce tabac là, ceci, c'est des cigarettes blondes, c'est après-guerre, quoi. Ça après la Seconde Guerre mondiale qu'on a eu vraiment cette diffusion massive. Donc c'est un produit récent qui est venu, tuer des dizaines de millions de personnes, ou centaines dans le monde. Quand on parle de tabac, on parle aussi de chicha. Alors la chicha, vous la connaissez, le narguilé, et cetera. Là, je vous illustre ça avec un flyer qu'on a réalisé au RESPAD. C'est des petits flyers qui se déplient en forme d'affiche, hein, en format, comme celui-ci, là, un petit peu, du coup, pas plus grand que mon téléphone, voilà, portable. Et on peut vous en envoyer en quantité, très importante si vous voulez la mettre en disposition, dans les établissements dans lesquels vous travaillez, et si où vos enfants sont scolarisés, pardon, et si ça vous intéresse, tu vois, voilà, c'est des informations très claires sur la chicha, tac tac, comment ça fonctionne, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça en forme d'affiche. On rappelle qu'une séance de chicha, c'est l'équivalent de pratiquement 2 cigarettes en nicotine, de 20 cigarettes en monoxyde de carbone qui vient intoxiquer le sang, de 26 cigarettes en goudron, et qu'au total, on va absorber un volume de fumée équivalent à 40 cigarettes quand on aura fait 45 minutes de chicha. Donc c'est des informations souvent qui sont, assez, intéressantes, voire, interrogeantes aussi, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. On est souvent très étonnés du coup de cette toxicité de la chicha.
Alors, ce qu'on se dit, comme il y a peu de nicotine, on rentre pas dans la consommation de tabac ou de nicotine avec la chicha. Il n'y a pas d'entrée dans la dépendance avec la chicha. Par contre, on voit que, bah ouais, il y a des risques pour le corps qui sont par contre extrêmement importants. La chicha, comme d'autres choses aussi, extrêmement valorisée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les influenceurs, les sportifs, tout ça, les grands sportifs, les joueurs de foot, là, ils vapotent la chicha. Et ça, c'est aussi, pour moi, enfin, voilà, quelque chose enfin, qui est dommageable. Enfin, voilà, des personnes qui utilisent leur image médiatique et qui en abusent très largement. La vape, vous en avez parlé, la vape, je vous ai remis juste une petite illustration, moi, d'une affiche qu'on diffuse, nous, auprès des professionnels, qui nous rappelle que le vapage peut aider les fumeurs à arrêter, qui permet d'apporter de la nicotine aux fumeurs dépendants sans les composants nocifs de la fumée et en évitant la plupart des dommages causés par le tabagisme. Voilà, ça dégage beaucoup moins de toxiques, et cetera. Et ça la nicotine, enfin la dépendance après ça s'arrête assez rapidement quand on est, vapoteur exclusif. Mais bon, je ne donne pas les études et puis voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a pas de produit, quasiment pas de produit cancérigène. Enfin, il n'y en a pas en fait. Et si c'est, la puissance est relativement basse, ça va limiter aussi beaucoup les produits irritants. Donc c'est vraiment un vrai outil qui permet de réduire considérablement le risque lié à la consommation de nicotine chez les gens dépendants, hein. C'est que indiqué chez les gens dépendants, évidemment, hein, c'est pas pour les gens qui ont pas fumé de tabac. La puff, vous en parlez, pareil, puff, même flyer, comme la chicha, même format, petit flyer, et pareil, vous pouvez en avoir beaucoup si vous le souhaitez. La puff, c'est quoi? Comment ça marche? La différence entre une puff et une vape? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait 2 de nicotine à l'intérieur? Bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nicotine, finalement, dans la vape, hein. Ça veut dire que la puff, pardon, elle a le taux de nicotine maximal, autorisé en Europe, hein, ça veut dire ça, 2. Et donc du coup, voilà, ça mériterait sans doute un peu plus de contrôle effectivement dans la vente et puis notamment aussi limiter les points de vente, éviter que ce soit vendu, chez Jiffy, hein, pour pas donner de nom par exemple, tous ces bazars-là où effectivement c'est extrêmement simple et où c'est pas les vendeurs ou les caissiers de Jiffy qui vont vérifier évidemment si votre enfant a fait le ménage. Voilà, d'autres infos sur la puff, c'est sans danger, pas vraiment, tu risques d'être accro à la nicotine et même sans nicotine d'être accro au geste et cetera. Enfin voilà, c'est un flyer qui se déplie. Encore une fois, avec plaisir pour vous l'envoyer si vous le souhaitez. Juste pour vous dire que les médicaments, bah, tout à l'heure j'en ai parlé, mais c'est ça ces médicaments, hein, c'est les Valium, Xanax, Klonopin, c'est des produits pour lesquels on peut, développer une pharmacodépendance. Voilà, donc je voulais vraiment juste réinsister là-dessus. Enfin, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est pas un Mickey quoi qu'on va avoir, c'est vraiment une pharmacodépendance avec ces produits-là. Soyons vigilants du coup à la prescription, de médicaments, psychotropes. Et les psychédéliques, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je remets juste une image dessus, juste pour dire, c'est très peu consommé, c'est assez, voilà, dans certains cercles, particuliers, mais en tout cas, pareil, c'est des produits, qui n'ont, pas de dépendance. Et je voulais également vous en parler pour vous dire qu'aujourd'hui, les psychédéliques, ils étaient de plus en plus utilisés aussi en médecine. Donc voilà, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'études, il y a des, millions d'euros aujourd'hui, ou de dollars dans d'autres pays qui sont investis, pour la recherche sur la psychédélique, sur le LSD, sur la psilocybine, notamment dans le syndrome de stress post-traumatique, notamment dans l'épisode dépressif majeur, notamment dans la fin de vie aussi, notamment dans les situations de dépendance, avec des résultats qui sont extrêmement bons, hein. Le champignon hallucinogène, la psilocybine, vraiment, beaucoup de données qui disent que ça commence à être enfin extrêmement intéressante sur, sa capacité à aider à arrêter de fumer, quoi, hein. Voilà, donc c'est vraiment ça. Voilà, je pense qu'on aura dans quelques années, enfin c'est sûr, des traitements là-dessus. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses sur les drogues également. Tac, donc j'avance. Peut-être un mot sur les solvants organiques parce que les solvants organiques, le poppers, pas vraiment, mais par contre le protoxyde d'azote, peut-être que vous le voyez davantage. Ça, tout à l'heure on a parlé de la puff, mais le proto, c'est aussi un produit là qui se diffuse pas mal actuellement. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz hilarant, enfin c'est un gaz anesthésiant, pardon, qu'on appelle le gaz hilarant. C'est un gaz, ça, qui a été inventé à la fin du 19e siècle. Ça fait donc depuis 1870 où il a été inventé. On est en 2024 aujourd'hui, 23 aujourd'hui. Il n'a eu cesse d'être détourné de son usage. Ça fait 150 ans que ce gaz est détourné de son usage. Voilà, pour des propriétés, encore une fois, hilarantes, hein, c'est un gaz hilarant. Sans conséquence, hein, pas trop de toxicité. Ce qui est compliqué, c'est quand on en prend beaucoup, beaucoup, quand on en prend beaucoup trop fréquemment et quand on s'expose en plus sur les réseaux sociaux, bah, ça peut provoquer des maladies du coup au niveau des nerfs avec des modifications de l'absorption de la vitamine B12 et puis du coup des différents types de complications. Et dans ces cas-là, ça peut être grave. Bon, je sais pas si vous êtes exposé à tout ça, mais en tout cas, voilà, ça peut arriver. Moi, ce que là-dessus, là, j'ai repris du coup les diapositives, enfin les illustrations de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Et ce que je retiens, surtout, c'est plutôt ça, c'est que dire à un jeune qui consomme du protoxyde d'azote, rappelez-lui que le mieux, c'est de ne pas en prendre, évidemment. On explique la vente, on dit que c'est interdit aux mineurs, c'est une réalité. Et si vous êtes sûr qu'il en consomme, on lui conseille dîner dans un ballon
pas directement à la bonbonne parce qu'il y a des risques de brûlure, de pas consommer debout, de bien respirer entre chaque inhalation, pas multiplier les prises et pas conduire après avoir consommé. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on doit faire avec un jeune, hein, c'est amener de l'information claire et pragmatique. On dit pas de consommer, mais si tu consommes, ma foi, prends le moins de risques possible parce que je pense que notre priorité, comme pour vous, comme pour moi, c'est de faire en sorte qu'on garde les gens en vie et en santé le plus longtemps possible. Et ces informations-là, c'est le seul moyen de pouvoir y arriver. Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre? Surtout, c'est de se rappeler que les consommations d'alcool, tabac et de drogue, elles débutent souvent adolescentes. Certes, elles amènent des conséquences mentales, physiques, sur le bien-être sur le long terme. Certes, mais qu'elles sont souvent, en fait, qu'elles se greffent très souvent sur des problématiques familiales ou scolaires qui sont déjà préexistantes, hein. Je mets porte d'entrée, en fait, très souvent. Ces problématiques familiales ou éducatives, elles sont préexistantes à la consommation de tabac, d'alcool et de drogue. Ça, c'est notre travail d'addictologue qui le repère et c'est vraiment une réalité de terrain qui est extrêmement, claire. Tout ça parce que ces comportements, ils sont liés à plein de facteurs. Hein, on ne devient pas dépendant, on ne consomme pas un produit juste parce qu'on a le produit devant les yeux, quoi. C'est pas parce que je vous mets sur la table ce soir tous les produits qui existent que vous allez tous consommer. Non, on va consommer des produits parce qu'on a des facteurs de risque, parce que individuels, parce qu'on a des vulnérabilités, parce qu'on a des sensibilités, parce que l'environnement est présent, parce que l'alcool est présent à la maison, parce qu'il y a des publicités maintenant partout sur l'alcool dans les arrêts de bus, dans les réseaux sociaux, etc. Ça aussi, merci aux politiques qui ont détricoté la loi Evin, hein, c'est pareil, quoi, ouais, donc du coup, ça te permet de nouveau d'avoir beaucoup trop de sollicitations pour les jeunes sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitter, tous les 3 posts, vous avez une pub pour une bouteille de whisky, enfin, ça devient envahissant tout ça. Donc ça, c'est les facteurs environnementaux, puis les facteurs qui sont liés aux produits, évidemment. Et c'est l'interaction entre ces 3 dynamiques de façon très, voilà, constante qui fait qu'on devient à un moment donné dépendant. Alors évidemment, quand on a des jeunes en face de soi, on a des millions de jeunes consommateurs, on a beaucoup de situations à risque du coup évidemment, quoi. Mais on a une chance d'avoir des jeunes qui sont du coup en contact avec beaucoup d'intervenants qui sont des experts de la prévention. Les premiers experts de la prévention, c'est vous les parents. C'est nous parents, experts de la prévention. Expert numéro 1, c'est, on le voyait ici, la famille, elle la plus proche de l'individu, c'est celle qui a le plus d'impact en termes de prévention. Si je devais investir 1 € en termes de prévention pour qu'il soit le plus rentable possible, il faut que j'investisse auprès des parents. Ça, c'est la littérature qui nous dit, la science qui nous dit, les parents premiers acteurs de la prévention. Ensuite, c'est les pairs avec qui on est identifié. Ensuite, c'est plutôt l'équipe éducative enseignant. Après, les professionnels, les personnels de santé, pardon, de l'éducation nationale, infirmières scolaires, quand elles existent, quand elles sont là, c'est pareil. Ça aussi, encore une fois, il faut des infirmières scolaires pour nos jeunes, la médecine de ville, etc., etc. Et vous voyez, de façon après, du coup, de façon centrifuge, comme ça, on va avoir toute une catégorie de personnels qui seront du coup présents. Allez, les compétences psychosociales, je vous les passe. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est évidemment éviter toute approche moralisatrice, quoi. Ça, c'est sûr, on n'est pas là pour empêcher les consommations. Je le dis, je le redis, hein, on est là pour voilà, les nommer, je vous redirai juste après. On n'est pas là pour stigmatiser les consommateurs, ni les nôtres, ni leurs amis, en aucun cas. Hein, c'est pas parce que Pierre va consommer du cannabis avec Paul ou avec Louis que voilà que Louis est un problème. Non, c'est la consommation de cannabis qui est un problème. C'est pas Louis, quoi. On va bien dissocier les comportements des individus, quoi. On va éviter tout ce qui est question fermée interrogatoire. On va voilà éviter de chercher à convaincre pour éviter d'essayer la peur. Et puis surtout, on va faire plein d'interventions, quoi. Donc j'ai dit au minimum 5 minutes déjà par intervention. Quand on en parle longtemps, puis on en parle souvent, quoi. Si vous voulez prévenir ces consommations, parlez-en le plus possible très tôt. Si vous avez des petits-enfants à la maison, demandez à votre petite fille, votre petit garçon qui a aujourd'hui 5 ans, 6 ans, comment il voit l'alcool. C'est extrêmement intéressant d'entendre ça, d'entendre les représentations déjà des enfants à cet âge-là sur comment ils vous ont vu, vous boire, ou vos proches, ou votre famille, etc. Les effets que ça a eu sur vous et comment les enfants les ont identifiés. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on va évidemment favoriser la participation, l'expression des jeunes, tout ça pour développer leurs compétences psychosociales, l'estime de soi, la gestion des émotions, l'esprit critique. Ça, c'est des choses extrêmement importantes, hein. Gestion des émotions, ça s'apprend à l'adolescence. Évidemment, si on va les anesthésier avec des médicaments, avec des drogues à chaque fois, bah voilà, on ne saura pas les gérer et ce sera problématique à l'âge adulte. On va s'intéresser donc au sens donné au comportement, je vous ai dit, hein, et pas directement aux personnes. Et puis, je vous l'ai dit dès le début de l'intervention, il faut lier la prévention de la consommation à des projets beaucoup plus larges, à d'autres sujets, de plaisir, de sexualité, de prise de risque aussi, de sport, etc., d'autres choses. On ne peut pas rester uniquement sur uniquement la consommation de drogue. Avec en première ligne l'auto-évaluation, donner à chacun les éléments de son auto-expertise.
Comment vous, aujourd'hui, vous pouvez évaluer votre consommation d'alcool? Je vous pose la question, comment vous faites pour évaluer votre consommation d'alcool? Je ne suis pas certain que parmi vous, parmi nous, il y ait beaucoup de gens qui savent évaluer correctement leur consommation d'alcool, qui sauraient me dire aujourd'hui quelles sont vraiment les recommandations et comment, à travers un questionnaire, je peux savoir si je suis dans l'usage à risque ou l'usage nocif. Si je suis prêt à prendre des risques et à en mourir ou si finalement, voilà, mon usage, il est très limité. Pour ça, il y a des questionnaires. Je vous les fais pas lire. Celui-ci s'appelle la DEPADO, grille de dépistage des conduites à risque à l'adolescence. C'est pareil. Nous, notre travail au RESPAD, c'est les éditer notamment. Enfin, un de nos travaux, c'est les éditer et les mettre à disposition de qui veut. Ceux-là, vous pouvez les prendre, vous pouvez en demander 200, on les met devant l'infirmière scolaire. Et puis, du coup, on calcule des feux verts, des feux jaunes, des feux rouges avec. En tout cas, le jeune calcule ça. C'est un auto-questionnaire. Est-ce qu'on sait que ces auto-questionnaires, ils modifient spontanément le niveau de consommation? Ils font baisser de 30 à 40% les consommations spontanément par le simple fait de remplir le questionnaire. Pour l'alcool, c'est pour, voilà, ceci c'est l'audit, mais il marche surtout après 18 ans, mais je vous l'ai quand même remis. C'est pareil, hein, vous l'aurez dans le diaporama, ça vous permettra de vous évaluer et ça sera une très bonne chose déjà. Mais en tout cas, pour les jeunes, il marche un petit peu moins bien parce que celui-ci, c'est plus pour les plus de 18 ans. Par contre, pour le cannabis, il y a celui-ci qui marche très bien pour les jeunes, c'est le QDIT. C'est un questionnaire sur les usages du cannabis qu'on vient juste de valider avec différentes universités en France en France, ouais, avec une traduction française, qui est extrêmement intéressant parce que du coup, il vous donne enfin, c'est le premier questionnaire qui nous donne enfin du coup des niveaux d'usage qui soient en lien avec les effets ressentis par l'individu. Et qui permet aussi du coup, de pouvoir, se dire qu'il y a des usages de cannabis qui, ma foi, sont à moindre risque et ça, c'est important, quoi et qu'il y a pas forcément avant, on avait un truc très binaire, quoi, genre cannabis, oui, dans ce cas-là, c'est risque légal ou c'est toxique, obligatoirement, il faut aller voir, le spécialiste. Maintenant, on est beaucoup plus mesuré là-dessus et ce questionnaire permet d'avoir vraiment une vraie lecture extrêmement intéressante. Encore une fois, c'est un auto-questionnaire de sa consommation. J'ai même pour le tabac, mais je vous le passe. Pour les écrans, il y a un questionnaire qui s'appelle l'Internet Addiction Test. C'est un questionnaire pour les écrans, pareil, si vous le voulez, 200, on vous les envoie, vous les mettez à disposition. Il est extrêmement intéressant. Il est pour les adultes comme pour les jeunes. Il est intéressant parce qu'il n'interroge pas le jeu, il n'interroge pas le réseau social, il n'interroge pas ce que je sais pas, les séries que vous regardez. Il interroge ce faisceau qui s'appelle Internet, cette connexion qui s'appelle Internet, qui permet d'accéder à tout ça, d'accéder aux jeux, d'accéder aux écrans, d'accéder aux réseaux sociaux, d'accéder à de l'information, etc., etc. Donc en fait, on prend le média internet que vous avez tant sur votre téléphone portable que sur, voilà, votre ordinateur, que sur votre tablette et cetera et c'est extrêmement intéressant. Si vous, vous êtes inquiet par rapport à votre, à la consommation de jeux spécifiquement, en tout cas de vos enfants, posez-vous ces questions-là. S'il y a 4 réponses positives au plus, ça doit vous alerter et ça doit pouvoir à un moment donné vous dire: «OK, je vais peut-être aller voir un professionnel. Est-ce que vous jouez presque tous est-ce que votre enfant joue tous les jours? Est-ce qu'il joue longtemps sans s'arrêter? Est-ce qu'il joue pour s'exciter?» et cetera. Enfin voilà, je vous laisse lire ces questions et puis à poser à son enfant, c'est ça, c'est: «Est-ce que le jeu constitue pour toi la seule source de plaisir? Est-ce que tu peux réduire, voilà, voir te passer tes jeux vidéo? Est-ce que le temps passé sur le jeu a une influence sur tes résultats scolaires? Est-ce que tu ne sors plus ou tu ne vois plus tes amis?» Voilà, c'est pareil, une seule réponse positive, ça peut, amener à des situations à risque et puis derrière, du coup, voilà, on peut retravailler, voilà, sur les histoires de liberté, sur les histoires de loisirs et cetera. En tout cas, il y a l'accompagnement à faire, mais je vous dirais où retrouver ces informations-là, ça vous permettra de pouvoir les retrouver, facilement aussi. Le jeu excessif, j'en parle pas, mais vous l'aurez dans le diaporama. Il y a un questionnaire aussi sur le jeu excessif, hein, sur les jeux de grattage et d'argent, qui sont aussi des fois un peu trop présents chez certains jeunes qui sont devenus des experts là de tous ces paris en ligne qui sont extrêmement valorisés, popularisés par les joueurs, par les influenceurs et puis, vous faites 3 stations de métro, vous avez vu, 50 pubs pour, tous ces paris en ligne, de toute façon. Nommer ce que l'on voit, ce que l'on sait. Notre job de parents, d'intervenants, moi je dis toujours à tout le monde, vous savez, dites ce que vous voyez, ce que vous savez. Surtout ne rien laisser sous le tapis. On dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on sait, systématiquement tout le temps. On en parle quoi, tout de suite. On laisse rien passer quoi, on laisse rien passer. Par contre, ce que l'on croit voir ou ce que l'on croit savoir, ça rejoint un peu nos questions du début de l'intervention aussi. Ça, on l'interroge avec des questions ouvertes et on ne fait pas d'interrogatoire ou pas de questions fermées. Et surtout, on n'affirme pas ce qu'on croit savoir, on n'affirme pas ce qu'on croit voir. Vraiment, quoi. Le truc, c'est dans ce cas-là, juste on l'interroge et ça change considérablement, du coup, le rapport qu'on peut avoir. Comment on l'interroge? Comme ça. Mais en fait, à quand remonte ta dernière consommation de cannabis? Raconte-moi ta dernière consommation de cannabis. Ah bah, j'ai jamais consommé. Ah bah, très bien, OK. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses de ta consommation de cannabis? Raconte-moi ta consommation de cannabis.
«Ah, bah, comment tu sais que ouais, ça m'est arrivé, bon, c'était pas vraiment moi, mais il y avait» OK, bah, voilà et là, tout d'un coup, on en parle. Par contre et d'ailleurs, la question, je peux vous la poser: «Racontez-moi votre dernière consommation de cannabis» et là, si je vous dis ça, vous allez me répondre. Mais si je pose la question fermée: «Est-ce que vous avez déjà fumé du cannabis?» Tout le monde va regarder ses pieds j'aurai qu'un seul téméraire ou une pour me dire: «Oui, bah, ouais, moi j'ai fumé, quand j'avais, voilà». Donc vous voyez, c'est des questions qui vont vraiment changer totalement la façon de pouvoir, négocier, engager l'échange avec le jeune, tout ça avec partenariat, avec évocation, avec altruisme, non jugement. Ce qui est important pour moi, c'est le partenariat, c'est égal à égal, on se met au même niveau. Les questions que je viens de poser, elles nous permettent d'être au même niveau de la personne, vous voyez, du jeune, quoi. On n'a pas une position dominante, on n'est pas là pour juger et on le fait de façon altruiste, on le fait pour lui, pour elle, conservant et considérant son autonomie comme étant une ressource extrêmement importante. Donc on lui demande, voilà, ce qu'il connaît déjà sur le thème, c'est raconte-moi ce que tu en connais, voilà, et après on lui demande son accord pour lui donner l'information. Tu sais, j'aimerais bien aujourd'hui, du coup, partager avec toi ce que j'ai entendu ce soir en formation ou sur une session, un webinaire, ce que j'ai lu dans la presse hier, ce que j'ai vu à la télé ce matin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que je viens de te dire là? Qu'est-ce que tu en penses de cette information-là? Et vous voyez, favoriser comme ça l'auto-expertise, favoriser l'analyse critique, développer les compétences psychosociales de votre adolescent en faisant ça, puisque évidemment, en faisant ça, on favorise l'estime de soi, on favorise l'analyse, on favorise la confiance en soi et on mobilise des ressources qui sont habituellement trop mises de côté. Donc on va vraiment chercher les savoirs et vos jeunes sont pleins de savoir. Intervenir à l'usage des parents aussi, oui, je vous ai repris l'exemple de l'alcool, voilà, l'ado doit voir que ses parents respectent des règles aussi, donc on doit avoir nous-mêmes nos règles aussi liées à sa consommation et si vous les dépassez, si un jour vous avez une consommation excessive d'alcool face à votre adolescent, parlez-en aussi, c'est pareil quoi. Faut nommer ce qu'on voit, faut nommer ce qu'on fait aussi quoi. Faut expliquer le rôle culturel particulier de l'alcool évidemment quoi. Faut expliquer aussi les conséquences nuisibles. Faut expliquer voilà, faut comprendre, faut parler de sa vision, faut dire pourquoi voilà, nous on impose telle ou telle règle, et cetera, quoi. Et on stigmatise pas encore une fois, mais plutôt on encadre, on accompagne. Moi, je dis tout le temps qu'on est là, vous savez, on est là pour guider, quoi. On est là pour mettre tac, tac, tac des barrières le long d'un chemin qui est très sinusoïdal, hein, qui va de droite à gauche en permanence. Et c'est épuisant de suivre un adolescent, vous le savez. Donc en fait, il faut juste se mettre sur les côtés, quoi, et puis essayer d'avancer le mieux possible. Et puis si jamais on a besoin, il y a évidemment les consultations jeunes consommateurs pour intervenir et pour vous accompagner. On va accueillir les jeunes, on va accueillir les jeunes avec leurs parents, on va faire une évaluation partagée de la situation, où chacun va pouvoir s'exprimer avec une tierce personne, où chacun va pouvoir faire part de la situation, de sa problématique et du coup, va pouvoir du coup avancer ensuite, travailler sur la motivation au changement. Dans la consultation jeune consommateur, on fera quasiment uniquement l'entretien motivationnel, donc on travaillera uniquement sur les ressources de la personne, sur sa capacité à changer en se basant sur des principes extrêmement éprouvés maintenant, extrêmement évalués, qui sont extrêmement efficaces, bien plus efficaces que très nombreux traitements et qui nous permettront de dire assez rapidement que voilà, que la problématique addictive, de pratique addictive, elle est dépassée et que très rapidement, comme je vous le disais tout à l'heure, restera une problématique systémique qui permettra du coup, voilà, d'avoir une prise en charge après familiale, individualisée, avec un espace de parole qui permettra de travailler sur les problématiques de famille, d'absence, de présence, de pression, voilà, de concurrence, que sais-je, beaucoup de choses. Et puis des fois aussi des choses systémiques, hein, vous savez, qui s'inscrivent sur des secrets de famille aussi, hein, sur voilà, des trucs de générationnels, de grands-parents, et cetera. Pas mal de choses. En tout cas, notre garantie, nous, à la fin, c'est de restaurer le dialogue intrafamilial, quoi. J'arrive bientôt à la fin, voilà, pour résumer, les interventions, en tout cas les critères d'efficacité identifiés dans la littérature, c'est ne pas se contenter de transmettre un savoir, communiquer à travers des messages adaptés, s'inscrire toujours dans une démarche comme on a essayé, comme j'ai essayé de vous l'illustrer ce soir, de promotion de la santé. On va chercher à développer des compétences, on va chercher à faire en sorte que la personne, du coup, développe ses compétences. La promotion de la santé, c'est primordial, hein, aujourd'hui, hein. Vous voyez bien, on a trop besoin de pouvoir redévelopper à titre individuel des compétences en santé. On peut plus uniquement, compter sur sur des services de santé qui sont épuisés, qui sont à bout, qui sont surtout pas assez nombreux, pas assez étoffés. Donc il faut vraiment qu'on travaille collectivement à développer des compétences en santé. Il faut qu'on fasse ça régulièrement. Ça commence dès le plus jeune âge, ça se termine du coup, quand voilà, à l'âge adulte. Il faut intervenir à chaque fois aux différentes étapes et puis, avec pas mal de choses, des interventions au lycée, en collège, en milieu sportif, tout ça. Ce qui marche très bien, c'est quand tout ça c'est intégré, hein, quand on a un dispositif à composantes multiples comme je mets dans le point 10. Je termine avec un tout petit clin d'œil, avec un petit détour vers une thématique qui
plaît beaucoup aussi, moi, c'est la réduction des risques, la RDR, qui permet du coup d'avoir cette politique pragmatique qui permet de diminuer les risques liés à la consommation de produits. Une petite illustration, quoi, la réduction des risques, c'est ça, quoi, c'est dire qu'on amène de l'information. Vous voyez, mon information, mon flyer ce soir, c'est sur les drogues. On a parlé beaucoup de drogues, mais vous inquiétez pas, il s'agit seulement d'une brochure. Par contre, moi, je suis convaincu qu'avec des savoirs, vous irez beaucoup plus loin et que plus vous aurez des savoirs, moins vous prendrez de risques. C'est d'ailleurs le nom d'une campagne du gouvernement il y a déjà quelques années qui s'appelait Savoir plus, risquer moins, qui était extrêmement intéressante et qui replaçait du coup ce gradient entre les drogues, comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que notre objectif, c'est bien d'accompagner les jeunes, quoi, ou les moins jeunes d'ailleurs, et de les garder en vie, en tout cas en bonne santé, si ce n'est en vie. Alors oui, toujours vivant, c'est sûr, c'est un peu plus comme ça, détonnant, éloquent, mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est oui, toujours en vie et toujours vivant. Et toujours vivant, c'est aussi une réalité parce que dans nos exercices professionnels, on a de temps en temps aussi malheureusement des drames et ces drames-là, bah, voilà, faut savoir aussi les accompagner et à chaque fois, on s'interroge aussi sur qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, évidemment, pour éviter que ça arrive. Parce qu'on veut peut-être qu'on veut pour certains d'entre vous une vie sans drogue, que je sais même pas si c'est l'objectif, hein, vraiment final, mais en tout cas, le truc, c'est qu'il faut pouvoir absolument, avancer et c'est pas du pessimisme, c'est juste au contraire, de quelque chose qui est convaincu que l'autre a en lui toutes ses compétences, toutes ses ressources pour pouvoir, affronter, la vie dans les meilleures conditions, pour pouvoir prendre des choix qui sont des choix vertueux pour lui et pour cela, il faut pouvoir, le fournir, le plan, le menu pour pouvoir s'en sortir et ça passe très souvent par la réduction des risques. Ça passe très souvent par d'abord de l'information, d'abord des messages, d'abord de la réduction de consommation, hein, sur l'alcool, sur le tabac, sur le cannabis, sur beaucoup d'autres drogues maintenant, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, hein, chez les adultes, c'est pareil. On travaille maintenant sur la réduction des risques, sur la réduction de consommation, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus valorisant et que ça permet ensuite aux personnes, bah, de consolider de façon beaucoup plus durable leur période d'abstinence. Quelques ressources pour terminer, des affiches, québécoises, vous voyez, qui ont légalisé le cannabis il y a pas très longtemps, enfin il y a 2 ans maintenant, voilà, qui ont fait des campagnes d'affichage intéressantes à destination de leurs jeunes, impossible que le cannabis fasse ça, mais un fort taux de THC augmente les risques pour ta santé mentale. Donc c'est prendre un peu le contraire de ce qu'on disait auparavant. On avait tout le temps un peu trop stigmatisé et je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu que le cannabis ça rendait schizophrène. Bah non, ça rend pas schizophrène. Par contre, ouais, avant 25, pardon, tac tac, c'est quel ouais, mais un fort taux de THC pardon avec, des, prises régulières et ben, ça augmente les risques pour ta santé mentale. Et si tes parents ou si toi ou si dans ta famille, il y a déjà des personnes qui ont été schizophrènes ou qui ont eu des troubles de l'humeur et ben, consommer des produits fortement dosés régulièrement, ça augmente la survenue précoce de ce trouble de l'humeur. Mais c'est ça la réalité. Il faut pouvoir l'expliquer, quoi. Donc ça sert à rien de dire: «Ça rend fou», c'est juste de dire: «Attention, voilà, des produits trop fortement dosés, trop réguliers», surtout dans notre famille, qui est une famille qui est déjà sujette à ce type de problématiques, ça peut révéler précocement le trouble et le révéler précocement, c'est surtout beaucoup moins de chances ensuite de guérison. Donc ouais, c'est tout ça, voilà, c'est des choses, c'est impossible que ça fasse pousser des poils dans les oreilles, mais mélanger avec de l'alcool, ça augmente les effets négatifs, et cetera, et cetera. 2-3 sites, hein, Drogue Info Service, si vous souhaitez du coup avoir des adresses, voilà, des structures proches de chez vous, celle du Respad. Voilà, nous on fait pas mal de flyers, pas mal de documents, sur le tabac aussi, des guides à destination des professionnels sur le tabac. Le noir, c'est pour les jeunes, le tabac, attendez-vous, c'est un petit flyer. Voilà, pas mal de choses, des affiches sur les drogues aussi. Là, pour l'instant, lettres aux parents à destination de vous, parents adolescents, lettres aux parents adolescents, les autres le font, etc. C'est des conseils pragmatiques en 4 pages à chaque fois qui vous donnent des billes. C'est un peu ce que j'ai marqué tout à l'heure sur les jeunes, les écrans, les libertés, les limites, l'alcool, le tabac, les drogues illégales, le truc autour de l'influence des fréquentations et puis être parent d'adolescents notamment. Voilà. Puis un dernier, c'est un site suisse qui est très bien fait également pour vos parents qui vous donnent des infos, même si c'est suisse, c'est toujours très bien fait. Voilà, je vais terminer et je vous remercie pour votre écoute. C'est nous qui vous remercions infiniment. Pour les questions, pouvez-vous lever les mains? Enfin, est-ce qu'il y a des mains levées? Nous avons Bruno qui veut poser une Oui. question. Je te Alors, laisse, je vais, Bruno. je vais me faire le relais des questions. Pour le coup, on va vous prendre une palette des questionnaires parce qu'effectivement, on a des demandes de nos APE un peu partout pour les diffuser sur les établissements où on a des élus. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, on est preneur des questionnaires de positionnement parce que c'est toujours une bonne solution d'aborder la question avec les ados et puis aussi de les faire connaître peut-être pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir des infirmières scolaires dans leurs établissements. C'est un peu comme les pandas, c'est une espèce en extinction, sauf qu'on les protège pas dans les zoos. Voilà.
Merci beaucoup. les grosses questions que l'on peut se poser nous parents, parce que le plus dur quand on est parent, c'est jamais d'accompagner les enfants des autres, c'est toujours d'accompagner les siens. C'est beaucoup plus difficile quand il y a cette dimension affective qui rentre en ligne de compte. C'est beaucoup plus difficile quand il y a l'expérience personnelle qui rentre en ligne de compte. Vous avez parlé tout à l'heure de la vision culturelle de l'alcool en France, qui effectivement est dévastatrice, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on servait de l'alcool dans les cantines scolaires. Donc, Mmh. on a quand même une tradition très ancrée. Le plus dur, je pense que ça va être pour nous avant tout de dépasser nos propres tabous, nos propres interdictions, nos propres approches pour pouvoir en parler sereinement avec les enfants et en particulier avec les nôtres. Pour parler de ces drogues, enfin des drogues avec les enfants, évidemment, il faudra parler effectivement de ses consommations et l'alcool, c'est le bon exemple pour ça. C'est évident. Enfin, comment on explique sa propre consommation d'alcool, tout à l'heure sur la diapositive. Dans les lettres aux parents qu'on a faites, hein, du coup, on expose, on propose aux parents des façons de pouvoir en parler, du coup, de ses consommations, de ses propres consommations d'alcool et de savoir le faire, du coup, de façon pédagogique, accompagnatrice, bienveillante, en même temps, sans dire qu'on va arrêter de boire de l'alcool, mais en disant effectivement, voilà, en expliquant les considérations. C'est la même manière pour le tabac aussi, hein, je veux dire. Et pour le tabac, c'est encore plus présent parce que quand dans le tabac, vous avez en plus ce côté fumé dessus qui est écrit systématiquement sur le paquet. Et donc, votre ado, votre enfant vous voit depuis 10 ans, 15 ans en train de fumer quelque chose, dessus écrit fumé dessus, quoi, qui vous tue. Et vous continuez à le faire. Donc, ce paradoxe qui se met en place, qui est pas forcément simple à comprendre en plus quand on est jeune enfant. Voilà, il faut vraiment pouvoir effectivement l'accepter et pouvoir en parler. Un tout petit mot sur les questionnaires. J'insiste sur les questionnaires, ce sont en plus des auto-questionnaires, donc ils sont vraiment enfin, quand je vous dis qu'ils fonctionnent réellement, enfin, il y a eu beaucoup d'études qu'ils ont vraiment évaluées, quoi. Ce sont tous des questionnaires qui sont mis à disposition, modifient les niveaux de consommation chez les jeunes comme chez les adultes en fonction voilà, des différents types de questionnaires et comme ils sont des auto-questionnaires, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à se mentir à soi-même, en fait. Ce qui est différemment, c'est qu'on est très honnête dans les questionnaires et donc les gens les remplissent vraiment et donc du coup, ont des vraies évaluations de leur niveau de risque. En attendant, merci beaucoup parce que c'est passionnant, parce que l'approche est multiple, parce qu'effectivement, il y a des choses pour lesquelles on constate quand même une certaine, problématique à la fois dans la communication. Moi, le nombre de bureaux de tabac, qui vendent des clopes à des élèves, me sidère Ouais. chaque jour, parce que mine de rien, pour qu'ils puissent avoir des cigarettes, il faut qu'ils aient pu les acheter. Voilà, et surtout que ce ne sont pas eux qui sont majoritairement les acheteurs de cigarettes d'importation plus ou moins frauduleuse. En général, ce sont les adultes qui ont recours à ces méthodes-là. Les enfants achètent leur clope en bureau de tabac. La question de la puff qui vraiment nous pose de plus en plus de questions en tant que communauté éducative parce qu'on en voit un peu partout, même si j'entends l'aspect positif dans certaines situations. On est plus partagé en tant que parents sur la question parce que pour certains de nos enfants, c'est une première entrée dans le monde de la cigarette, c'est pas du tout pour en décrocher. Donc il y a cette dimension-là qui va rester quand même quelque chose d'assez prégnant. Et puis, et là, c'est quelque chose de plus personnel, la polémique et l'éternelle polémique sur le cannabis et sa vue en France qui fait qu'on traite la problématique que de deux façons, soit en l'approchant par le biais thérapeutique où on arrive à avoir des professionnels de santé qui le recommandent à des jeunes pour réguler des problèmes. Je pense notamment à des jeunes anorexiques pour retrouver l'appétit. C'est quelque chose qui s'entend. Mais à côté de cela, nous, quand on en entend parler dans les établissements scolaires où on est élu, c'est par la sphère disciplinaire quasi exclusivement. C'est des élèves qui se sont fait choper en train de fumer et à qui on apporte une sanction disciplinaire, bien souvent une sanction assez lourde d'ailleurs, puisque ça s'accommode bien assez facilement d'une exclusion définitive pour laquelle je ne vois aucune pertinence. C'est vraiment des points sur lesquels on a besoin de réussir à faire avancer, je pense à la fois nos visions de parents, mais aussi une vision sociétale complète. Je suis vraiment, enfin, totalement d'accord avec vous. Enfin, ces problématiques, notamment de cannabis et d'exclusion, c'est des grosses problématiques. Et vous avez compris hein, que dans mon intervention, enfin, nous on accompagne les consommations, on s'y oppose pas, qu'il y a des consommations qui sont pas problématiques, etc. Et que de toute façon, en France, on a une lecture qui est uniquement une lecture moralisatrice de la consommation des drogues, alors que tous les autres pays ont évolué maintenant. Et que l'addictologie, c'est en fait une discipline où on ne se base pas sur la science. Même nos collègues qui sont, je sais pas, vous avez en cardiologie, par exemple, si on vous dit qu'aujourd'hui, pour dans l'arrêt cardiaque, il faut mettre un stent de telle
couleur, de telle fonction, etc. Tout le monde va changer partout dans le monde du jour au lendemain. Dans le champ des drogues, en fait, chaque pays, on a toutes la même science et pourtant chaque pays fait son truc de son côté avec uniquement des histoires morales, sociétales, religieuses, de représentation, etc., qui sont pas du tout en lien avec la science. Et un dernier point aussi sur les histoires d'exclusion ou de contravention, ça touche aussi les adultes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes interpellé après avoir tiré 3 lattes sur un joint ou fumé hier soir ou avant-hier même d'ailleurs sur un joint avec un test positif au bord de la route, vous avez une amende forfaitaire qui peut vous être délivrée, qui équivaut inscription au casier, donc c'est extrêmement pénalisant déjà, et que si vous êtes par contre encore jeune, encore un mineur, du coup, même en situation d'études, cette inscription au casier vous empêche d'avoir notamment de certaines fonctions, notamment dans les métiers de l'enseignement, les métiers de l'encadrement des enfants, même les métiers de la cantine scolaire, les restaurations collectives, etc., qui vous sont du coup interdites parce que cette inscription au casier est présente. Donc ça peut être très très lourd de conséquences alors que les raisons initiales sont totalement absentes. Nous avons aussi une question sur la consommation de la drogue qui commence dès le collège. En tout cas, sur le collège, ce que je peux vous en dire, c'est déjà, alors, sur le graphisme, ce que vous voyez bien, c'est qu'en fait, au collège, vraiment, le début des consommations, c'est troisième. C'est là où, paf, où on a la droite qui se lève, là, on a le début des consommations, c'est 15 ans, quoi. La transition et l'avant-seconde, c'est vraiment le début. Ça peut arriver un peu plus tôt, hein, donc, dans l'expérimentation. Je disais tout à l'heure, l'expérimentation de l'alcool, par contre, c'est très tôt, hein, le fait qu'on a déjà expérimenté l'alcool, c'est le début du collège, ça, c'est vraiment mais ça correspond vraiment à la présence de l'alcool dans nos vies, hein, dans nos vies sociales. Après, s'il y a des consommations régulières, en tout cas de produits avant 15 ans, j'ai envie de dire pareil, prenez rendez-vous à d'autres endroits, il y a aussi d'autres consultations jeunes consommateurs, un drogue-infoservice.fr aussi pour les trouver. Mais si c'est des consommations régulières, si c'est pas juste une expérimentation, ça nécessite, en tout cas, ce serait intéressant de pouvoir se rencontrer. Bon. La consommation des drogues commence dès le collège. Le questionnaire de positionnement sont-ils adaptés aux âges? Ouais. La DEPADO, la grille de dépistage des pratiques à risque à l'adolescence, c'est un questionnaire qui est validé jusqu'à 18 ans, mais c'est du 15-18 ans en fait. Hein, ça correspond vraiment aux pratiques de consommation et à la compréhension des questions. Avant, on n'est quand même pas trop là-dedans, donc en fait, il y a pas de questionnaire entre finalement jusqu'à 15 ans, on n'a pas de questionnaire spécifique qui permettent du coup d'évaluer correctement, surtout en auto-évaluation. En auto-évaluation, hein, j'entends bien du coup les niveaux de prise de risque. Alors, vous avez énormément de messages de remerciement, M. Bonnet, pour la qualité de l'intervention. Je remercie vraiment, je pense qu'il faut, moi, je reprends les 3 messages forts, c'est la situation change. Il y a un truc, pardon, je n'ai pas parlé non plus, mais par exemple, les consommations baissent à 17 ans, voilà. Et pour autant, j'aurais pu rajouter, vous savez, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple d'avoir des drogues, d'avoir tout type de drogue, jamais été aussi simple. Hein. Vous prenez un compte n'importe, vous êtes sur WhatsApp, vous tapez achat de cannabis, vous avez 25 000 numéros de téléphone qui s'affichent. Il y a le darknet, je n'ai pas parlé, hein, la facilité de prendre le numéro de carte bleue de ses parents, d'acheter 0,003 bitcoins, tac, et puis acheter du coup avec ça pas mal de drogue à droite et à gauche, livré chez vous, machin, sous pli discret. Tout ça, ça arrive. Donc en fait, ça n'a jamais été aussi facile d'en avoir, n'a jamais eu autant la possibilité d'avoir des produits un peu partout, et pour autant quand même, voilà, les comportements ont changé, etc. Alors, ce qu'il y a derrière aussi, hein, c'est que ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'il y a aussi par contre, et on l'a vu avec la consommation de médicaments, c'est qu'il y a un état mental aussi qui est pas forcément bon aussi, hein, vous savez, des plus jeunes, beaucoup d'études qui aujourd'hui nous alertent, nous inquiètent, hein, vous savez, vous êtes producteur aussi de ce type de recherche sur la santé mentale des jeunes, donc c'est aussi une inquiétude, donc c'est pas pour ça que pour autant tout va bien. On a besoin d'accompagner. Notre travail, encore une fois, c'est pas d'avoir le 0%, hein, c'est pas d'être dans l'arrêt des consommations, parce que de toute façon, ces prises de risque-là, ces consommations de drogue, tout ça, ça existe, c'est d'avoir par contre une démarche qui soit une démarche pragmatique, fondée sur des preuves, qui soit une démarche intelligente. Et puis surtout, c'est, encore une fois, moi je disais, nommer, dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, interroger ce qu'on croit savoir et ce qu'on croit voir, alors, maintenir l'échange, maintenir le dialogue, s'intéresser au comportement, s'intéresser aux fonctions des produits. Et en faisant ça, ça change déjà beaucoup de choses. Merci beaucoup et puis on vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne fin de soirée. Et merci encore, M. Bonnet, pour votre intervention de qualité. Merci. Bonne soirée à tous.